les 3 questions auxquelles on leur a demandé de répondre, c'est quelle est la mission de votre organisme et comment défend-il les droits dans le domaine de l'éducation à la sexualité? Quels sont les bons coups et les défis du nouveau programme d'éducation à la sexualité selon vous? Et quelle est votre vision d'avenir pour l'éducation à la sexualité au Québec? Donc, l'objectif, encore une fois, c'est de mettre en valeur l'expertise déjà acquise des groupes communautaires qui travaillent dans ce milieu-là depuis nombre d'années. En l'espace de quelques minutes, donc, elles vont nous présenter non seulement leur mission, mais également leur analyse du nouveau programme à l'éducation à la sexualité. Alors, on va commencer comme ça, puis ensuite, on va revenir comme ça. Puis ensuite, on va aller au milieu, puis on va faire un cercle. Ça va? Alors, pour la première question, c'est donc Marie-Pierre qui va commencer. Quelle est la mission de votre organisme et comment défend-il les droits dans le domaine de l'éducation à la sexualité? Bonjour, ou plutôt bonsoir. Donc, oui, c'est ça, comme mentionné, je m'appelle Marie-Pierre Boisvert, je suis la directrice du Conseil québécois LGBT. Et qu'est-ce que le Conseil québécois LGBT? Bonne question. C'est un regroupement, en fait, d'organismes LGBT, un peu comme une fédération ou une association. Bref, donc, on a des membres un peu partout à travers le Québec qui sont majoritairement des organismes LGBT, donc une trentaine d'organismes LGBT, mais aussi d'autres types d'organismes, comme on a 2 centres de femmes, par exemple, qui sont membres. Et on a aussi des regroupements syndicaux qui sont membres chez nous. Des individus, puis des comités, bref, toutes sortes de monde, mais surtout des organismes LGBT. Donc, nous, notre mission, c'est de représenter nos membres comme un peu au 2e niveau, là, c'est-à-dire qu'on ne donne pas de service terrain, on représente nos membres auprès du gouvernement surtout et auprès des médias, à mon grand dame parfois. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment de s'assurer que le gouvernement, surtout provincial, mais aussi municipal et fédéral, sache c'est quoi les enjeux spécifiques des groupes LGBT et de la population LGBT là, sur le territoire québécois. Comment on défend les droits dans le domaine de l'éducation à la sexualité? Nous, on ne fait pas nous-mêmes d'éducation à la sexualité, mais on connaît très, très bien nos groupes et on s'assure que nos groupes finalement, sont connus et reconnus par le gouvernement autant que par la population générale. Donc, ça arrive souvent que des gens nous appellent pour dire ben j'ai envie de partir une association LGBT dans mon école, comment je fais? Bien là, on va les rediriger vers la bonne place. La bonne place, c'est Interligne, by the way, juste comme ça, qui ont un programme pour faire des alliances genre, identité et sexualité dans les écoles. Donc, c'est ça, notre rôle, c'est beaucoup un rôle de référencement, mais aussi quand la première mouture du programme d'éducation à la sexualité ou le projet pilote est sorti il y a de ça quelques années, on a fait un mémoire, en fait, là, pour dire qu'il y avait beaucoup de choses dans le programme qui étaient un petit peu tendancieuse, disons, sur le plan notamment de comment était abordée l'identité de genre, mais aussi un peu l'orientation sexuelle, qui restait tous les deux dans un mode très binaire. Voici qu'est-ce qu'une fille, voici qu'est-ce qu'un garçon, machin. Puis on a été quand même très fiers de constater que dans la dernière mouture, il y avait beaucoup de ça qui avait été enlevé. Bon, je dirais pas qu'il y a davantage de choses qui sont nommées comme telles, puis là, on va rentrer là-dedans là, tantôt, mais il y a beaucoup de choses qui ont été enlevées, évacuées, qui tendaient à dire ça, là, voici une fille, un garçon, puis voici comment... En tout cas, bref, vous voyez un peu le style. Donc, nous, on n'intervient pas vraiment sur le comment le programme va être appliqué. C'est sûr qu'on a des opinions là-dessus, mais comme c'est pas notre premier rôle. Nous, c'est surtout le contenu qu'on veut s'assurer qui respecte et valorise même la communauté LGBTQ du Québec. Donc, c'est à peu près ça, là, notre champ d'action. Donc, bonsoir. Mélanie Sarwano du Regroupement québécois des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Je déteste dire le nom de mon organisme, c'est toujours trop long. Pas très joyeux non plus, mais bon. Donc, nous, notre mission, on est un organisme féministe. On fête nos 40 ans cette année. Donc, ça fait 40 ans qu'on lutte contre les agressions à caractère sexuel. Donc, le regroupement regroupe 26 CALAX membres. Les CALAX ont 3 volets d'action. Donc, ils offrent du soutien direct aux victimes. Donc, nos organismes offrent aux femmes et adolescentes, mais on offre aussi des services aux proches, donc conjoints, frères, amis, sœurs et tout. On offre de l'accompagnement à travers tous
les processus, que ce soit judiciaire, chez les médecins, pour trouver un logement. Vraiment, là, on prend la survivante où elle est, puis on l'accompagne dans la reprise de pouvoir de sa vie après une agression sexuelle. On a aussi un grand volet qui est prévention des agressions sexuelles, d'où le programme Empreinte. Je vais vous en parler plus tard. Et notre troisième volet, c'est lutte et défense de droits. Donc, au regroupement, on est beaucoup en... J'allais dire dialogue, mais I wish, là. On parle beaucoup au gouvernement par rapport aux enjeux liés aux agressions sexuelles. On revendique une approche sociale de la problématique. Donc, on essaie d'empêcher que ce soit individualisé, mais que ce soit une responsabilité collective. Et ce qui est en lien avec l'éducation à la sexualité, c'est que un de nos CALAX, en 2010, a été les instigatrices d'une pétition auprès du gouvernement provincial. Donc, Agression Estrie à Sherbrooke avait déposé une pétition déjà en 2010. Ça vous donne une idée combien de temps que ça l'a pris. Moi-même, j'ai participé à une commission parlementaire en 2014 avec une autre pétition qu'on avait soumise avec S'explique à Québec et d'autres organismes. Bref, c'est un travail de longue haleine pour que ces cours reviennent. Moi, je suis de la génération qui en a bénéficié, là. Je ne sais pas avec quel succès, mais bon, je suis encore en vie, puis... ouais. Et sinon, ben c'est ça. Donc, Empreinte, c'est... je vais en parler un peu demain si vous êtes au colloque. Là, j'ai comme 7 minutes pour plus vous l'expliquer. Mais bref, c'est 3 ou 6 volets. C'est des ateliers auprès des jeunes. Il y en a 6 avec différents thèmes. Qu'est-ce qu'une agression sexuelle? C'est quoi le consentement? Comment je peux agir? Comment je reçois un dévoilement? L'exploitation sexuelle? Bon, plusieurs thèmes. Il y a une formation pour le personnel scolaire et il y a des capsules vidéo pour les parents des jeunes qui ont reçu les ateliers. Et cette année, donc l'année scolaire de 2018-2019, oui, on a réussi à rejoindre 105 écoles et plus de 24 000 jeunes à travers la province. Donc, on a quand même, ça fait 40 ans que nos centres font de la prévention sur le terrain. Donc, on est dans ce cas-ci, en dialogue avec les jeunes dans les différentes régions du Québec. Et on réussit à tâter le pouls puis à savoir les besoins. Puis on espère que le gouvernement va dialoguer avec nous pour la suite des choses. Bonsoir, mon nom est Denitza. Je suis du regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec, le ROCAGE. En fait, notre mission est de soutenir nos organismes membres et les accompagner auprès du gouvernement dans les pourparlers. On dépose beaucoup de mémoires pour défendre leurs intérêts. Nos organismes membres, en fait, on regroupe 60 organismes membres un peu partout dans la province du Québec. Ce qui nous démarque des autres regroupements, c'est que c'est vraiment, on touche à tout. Autant des maisons des jeunes, auberges de cœur, travail de rue. Et parmi nos 60 membres, on a une dizaine qui travaillent avec les écoles comme support aux cours d'éducation à la sexualité. Donc, eux, ils travaillent plus au niveau local, en concertation, et nous, notre rôle comme regroupement, c'est de les représenter plus haut au niveau provincial. Voilà, on ne fait pas, nous, comme regroupement, le travail auprès des écoles, mais on apporte un support personnalisé vraiment pour chaque organisme afin d'améliorer justement les pourparlers avec les écoles pour mettre plus en valeur leur expertise, puis voilà, à améliorer la collaboration. Je pense que ça marche-tu? Tout. Yeah. Bon, bien, bonjour. Alors, moi, c'est ça, je suis du regroupement des organismes Espace du Québec. Donc, les organismes Espace travaillent depuis près de 35 ans à faire en sorte qu'il y ait toujours plus d'enfants qui vivent une enfance sans violence puis en sécurité. Donc, quand on parle des violences envers les enfants, on parle des violences verbales, psychologiques, physiques, sexuelles, de la négligence, de l'intimidation, de l'exposition à la violence conjugale, de la violence dans les relations amoureuses entre les jeunes. Comment on fait ça? On fait ça par un programme éducatif, le programme Espace, qu'on fait dans les milieux de vie des enfants. Donc, c'est dans les garderies, les CPE, dans les écoles aussi, où on rejoint les enfants, dans le fond, de 3 à 12 ans. Donc, ça commence très tôt, la prévention.
Puis, c'est des animations vraiment adaptées au groupe d'âge puis au développement, évidemment, des enfants. L'objectif de ce programme-là, c'est de donner les moyens, de donner aux enfants les moyens de se protéger contre les violences. Puis, ça passe aussi par des ateliers de sensibilisation avec les adultes. Donc, on parle de l'ensemble du milieu éducatif. On peut penser aux enseignants-enseignantes, à la direction, aux services de garde, aux éducatrices dans les garderies et aussi aux parents qui ont des ateliers de sensibilisation. Donc, c'est pour qu'ils comprennent c'est quoi le programme Espace avant que les enfants le reçoivent, puis de les sensibiliser sur leur rôle de prévention, qui développent une meilleure compréhension du phénomène de la violence, puis des outils pour venir en aide aux enfants aux besoins. Donc, on voit beaucoup, hein, on est habitué de dire aux enfants, faut pas faire ci, faut pas faire ça, faut pas parler aux étrangers, faut pas rentrer dans une voiture d'un inconnu, etc. Oui, mais selon nous, cette façon de faire-là peut être basée sur certains stéréotypes puis vraiment instaurer un climat d'insécurité. Puis surtout qu'on sait que la grande majorité des agressions sont commises par des personnes connues. Donc, nous, on va beaucoup axer sur des stratégies qui renforcent l'affirmation de soi, le courage des enfants, l'entraide entre les enfants aussi, l'entraide communautaire aussi avec notre communauté. Donc, on se dit, bien, si ça arrive, il faut aussi savoir quoi faire puis comment réagir. Donc, on aborde dans les formations tout plein de thèmes, des stratégies d'autodéfense. Je vous ai amené quelques petites affiches. Je vais juste vous donner un petit exemple d'outils qu'on utilise, surtout avec les plus jeunes. Mais, par exemple, apprendre à dire non. Puis, on le voit concrètement, après les animations, les enfants ont pratiqué à dire non quand il y avait des choses qu'ils n'aimaient pas, demander de l'aide. Donc, pas juste aux adultes, à ses pairs aussi. Hein, les amis peuvent aider aussi. Le dire à un adulte jusqu'à temps que l'adulte nous croit et aller voir un autre adulte jusqu'à temps qu'on en trouve un qui nous croit. Et l'autodéfense, donc, en groupe, en gang. Puis, on pratique le cri d'autodéfense avec les enfants aussi. Donc, c'est des exemples. Puis tout ça, on le fait dans une approche féministe, clairement. On voit qu'il y a des liens entre les violences subies par les femmes et les violences subies par les enfants. Donc, il y a vraiment un acte de domination, d'oppression exercé par une personne qui est en situation de pouvoir sur l'enfant. Donc, on reconnaît que c'est des rapports hiérarchiques entre les hommes et les femmes, entre les adultes et les enfants aussi. Puis, on essaie beaucoup dans nos animations que ça soit mixte, que si c'est une équipe mixte d'animation, qu'il y a une majorité de femmes, quand vient le temps de l'autodéfense, que ça soit une femme qui fasse l'autodéfense, donc pour montrer un modèle de femme qui s'affirme, qui prend la parole, qui dit non. Donc, par rapport à la question comment on défend les droits, nous, en fait, ça fait partie vraiment du programme Espace, donc de reconnaître le droit au respect à l'intégrité physique, psychologique, sexuelle, peu importe l'âge des personnes et leur sexe et leur origine et leur genre et leur religion. Puis on définit, dans le fond, une agression comme étant le non-respect, la violation d'un ou plusieurs de nos droits. On tourne beaucoup dans nos animations autour de 3 droits. Ah, j'ai même amené des petits visuels. Oui, il reste une minute. OK, c'est fini. Donc, les droits, c'est déjà ce qu'on pratique aussi avec les enfants. Donc, le droit à la sécurité comme ça, le droit à la force et le droit à la liberté. Donc, c'est des images qui sont beaucoup utilisées. Voilà. OK. Moi, je suis Cindy de la Fédération du Québec pour le planning des naissances, qu'on va appeler FQPN pour les besoins du temps. La FQPN, c'est un organisme de défense de droits en santé sexuelle et reproductive et d'éducation populaire. On se place dans une dynamique qui vise à pouvoir développer notre réflexion critique autour des enjeux en santé sexuelle, puis ça dans une approche de justice reproductive. Donc, en 2 mots, pour vulgariser la justice reproductive, l'idée, c'est de mener une action. Quand on mène une action, c'est de prendre en considération l'ensemble des réalités sociales, économiques et politiques qui maintiennent et confortent des inégalités, qui, du coup, empêchent l'accès à des services en santé sexuelle et reproductive ou en matière de choix. Donc ça, c'est pour la présentation de la fédération. Puis, comme le Conseil LGBT peut-être précisé, on est une fédération, donc nous, c'est des groupes qui sont des membres. Donc on ne fait pas d'action directe, ça va être vraiment les groupes membres de la fédération, comme les cliniques de santé des femmes, les centres de femmes qui sont des membres historiques, mais aussi SOS Grossesse. Voilà, c'est ça.
Et pour les actions, il y en a tout un tas, mais en l'occurrence, on va notamment produire et coproduire de la matière pour justement donner à réfléchir, comme la recherche qu'on a fait qui s'appelle « Promouvoir des programmes d'éducation à la sexualité inclusive, positive et émancipatrice », qui est le thème du colloque de demain. Donc, on vous tease un petit peu. Mais aussi des outils concrets, comme cette année, on a sorti un jeu de cartes pour parler des sexualités. Et ce jeu de cartes, il a été construit vraiment en partant des questions des jeunes, elles et eux-mêmes, plutôt que de partir de nous, en tant qu'adultes, ce qu'on peut penser justement pour inverser ces rapports de pouvoir dont Anne-Valérie parlait juste avant. Puis évidemment, comme on est une fédération, on va fédérer, mobiliser et réseauter les groupes pour qu'ensemble, on continue d'avoir une réflexion, par exemple là, sur l'éducation à la sexualité, d'avoir une approche critique. C'est ce qu'on faisait déjà par le passé. En 2004, on avait fait une journée de réflexion qui s'est intitulée « Pour une éducation sexuelle à l'image de nos valeurs » et qui a été vraiment un moment important dans lequel on a construit les revendications qu'on a portées ensuite en tant que fédération. Puis on fait des colloques comme ce qui commence aujourd'hui et continue demain. Et puis le dernier point, et non moins important, c'est de porter les revendications co-construites avec nos membres, mais aussi avec tout un tas d'organismes partenaires avec qui on travaille. Donc ça, par exemple, en matière d'éducation à la sexualité, dès 82, dès le début des années 80, on était engagés et mobilisés, puisque quand il s'agit de mettre en place la formation sociale et... Je vais y arriver. La formation sociale et professionnelle, FPS. Il y a la FQPN s'est vraiment mobilisée pour qu'il puisse y avoir l'éducation à la sexualité qui rentre dedans dans ce programme, parce qu'il y avait des parents qui étaient fortement mobilisés contre. Donc il y a eu comme une contre-pétition pour montrer que en fait, le soutien était assez grand. Et puis plus dernièrement, on a lancé en avril dernier la pétition « L'éducation à la sexualité, ça va pas se faire par magie ». Pour revendiquer des moyens pour l'éducation à la sexualité et de la collaboration avec les groupes communautaires. Quel bon mot pour passer à la question suivante. Merci. Alors, merci de votre présentation un peu plus élaborée de votre groupe et votre mission. La deuxième question, donc, c'est un peu, on vous demande de faire une petite analyse rapide, en 3-4 minutes, du programme d'éducation à la sexualité que le ministère de l'Éducation a sorti. Et donc, quels sont les bons coups et les défis du nouveau programme? On va commencer par Cindy. On te redonne la parole tout de suite, puis on revient vers Marie-Pierre. Quand on est échauffé, il ne faut pas lâcher le coup. OK, alors en 3 minutes, ça va être vraiment succinct. Je vais commencer par le bon coup. J'en ai retenu qu'un. En fait, dans la dernière... je suis un peu du bon. Dans la dernière version du curriculum, ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans l'éducation à la sexualité n'est pas abordée seulement sous l'angle anatomique ou de la mécanique sexuelle, mais vraiment dans l'ensemble des dimensions de la sexualité, donc les relations interpersonnelles, les questions d'identité, la déconstruction des stéréotypes, les questions d'image corporelle. Donc, on est vraiment dans toutes les facettes de l'éducation à la sexualité. Et même si c'est encore imparfait, c'est clairement le bon coup de cette version du curriculum. Pour les défis, on en a repéré 2 sortes. Il y a des défis structurels pour la mise en place, la mise en œuvre concrète de l'éducation à la sexualité, mais il y a aussi des défis de contenu et de forme. Puis, là, ça pourrait être très long. Alors, je vais donner juste quelques exemples qui sont assez parlants. C'est sûr qu'à la FQPN, notre ligne de conduite, elle est clairement pro-choix en matière donc, de sexualité. Ce qui fait que quand on analyse le curriculum, avec cet œil-là, on voit quand même rapidement qu'il y a quelques angles morts. Exemple. Sur la question de la contraception, par exemple, on n'aborde que la question de la contraception hormonale. Enfin, le condom ou la contraception hormonale. C'était bizarre, ça. Hormonale. Donc, par exemple, dans le contenu au secondaire, où on parle des modes de fonctionnement des différentes contraceptions, c'est seulement la contraception hormonale qui est abordée. Ce qui laisse assez peu d'espace pour faire un choix libre et éclairé parmi les différents choix qu'il y a. Autre angle mort, par exemple,
Quand on parle des moyens de protection par rapport aux ITSS, on est vraiment dans une perspective de relations hétérosexuelles ou éventuellement homosexuelles entre hommes, mais à aucun moment on va parler par exemple de la digue dentaire et donc on va évoquer la sexualité lesbienne. Puis un dernier exemple, par exemple la question de la grossesse, elle est abordée à 2 moments. Elle est abordée au tout début du préscolaire primaire et à la fin du secondaire. Au tout début du primaire scolaire, elle est abordée sous l'angle c'est quoi la physiologie de la grossesse, c'est quoi les étapes, c'est quoi l'accouchement, comment on accueille bien le bébé, tout ça. Et à la fin du secondaire, c'est abordé seulement sous l'angle du risque. Donc, en termes d'approche positive, c'est quand même questionnant. Alors que quand tu as 14-15 ans, c'est là éventuellement que tu te questionnes aussi, que tu te projettes, puis que tu veux avoir des réponses de comment que ça se passe. Puis c'est un bon moment pour prévenir éventuellement les violences gynécologiques et obstétricales, par exemple. Donc, ça, c'est un élément. Un autre défi, puis ça a été un peu abordé, c'est la question des rapports de pouvoir. Donc c'est sûr que dans ce curriculum, il n'y a pas eu de remise en question de la posture de l'adulte au jeune. On est vraiment dans quelque chose de complètement vertical, où il y a des savoirs, on te les donne, et puis go. D'ailleurs, tout à l'heure, je regardais les mots qui sont utilisés dans la description du curriculum. Au début, c'est vraiment... L'objectif est de conscientiser et responsabiliser les jeunes. Donc du coup... Ah, OK. Du coup, tout ce qui est empowerment, on n'est pas vraiment dans ce registre-là. Et puis, donc c'est ça. Donc d'ailleurs, on l'a vu parce que le curriculum n'a pas du tout été construit en collaborant avec des jeunes. Puis en 2019, alors qu'on a quand même énormément de littérature et de recherche sur le par et pour, les bénéfices que ça donne, sur comment est-ce qu'on va impliquer les diverses parties prenantes, on est quand même passé à côté. Puis le dernier défi, puis je ferai très vite là-dessus, parce que de toute façon, on y reviendra largement demain, c'est que ce curriculum a été construit en faisant fi des groupes communautaires. Il y a eu certes une consultation au début du projet pilote, qui était finalement beaucoup la présentation du projet. Puis après, on nous a dit, envoyez-nous vos mémoires, ce que beaucoup de groupes ont fait, comme ça a déjà été évoqué, mais finalement... Il n'y a pas eu plus que ça. Et ça, c'est un problème parce que ça a aussi laissé des angles morts, alors que les groupes communautaires, chacun avec nos expertises, avec nos connaissances des communautés, on aurait pu voir certains de ces angles morts. Puis je donne un exemple parlant, et je m'arrête là, et je passe le mot. C'est... par exemple, dans tout ce qui est image corporelle, donc on y va beaucoup sur... avoir une image corporelle positive, etc. Mais en aucun cas, on ne va parler des personnes en situation de handicap. Elles sont complètement invisibilisées sur ces questions-là, puis d'ailleurs, sur tout un tas d'autres questions. Voilà. Alors, je poursuis. Nous, à Espace, notre expérience est vraiment au niveau, comme je vous disais, du préscolaire et du primaire. Donc, on a plus analysé les apprentissages à ce niveau-là. Donc, on pense dans les bons coups, l'existence en soi du retour des apprentissages à l'éducation de la sexualité, c'est un bon coup. C'est ça, après des années de revendications. C'est une bonne nouvelle aussi, on trouve que ça commence dès le préscolaire. C'est important de commencer la prévention tôt. On le sait, si on veut parler dans le langage du gouvernement, bien que j'aime pas ça, mais on le sait qu'économiquement, $1 investi en prévention, c'est plusieurs dollars investis, sauvés plus tard dans des frais de système de santé, judiciaires, sociaux, etc. Donc, on pense qu'il faut prendre la prévention très tôt. Quoique, dans les défis, c'est pas obligatoire au préscolaire, c'est facultatif. Et en lisant les apprentissages, en lisant les documents, on sent que les valeurs qu'on défend se retrouvent quand même, avec certains bémols, dans le programme. On va parler dès le préscolaire des mauvais touchés, des sentiments désagréables, de l'importance d'en parler. Mais là, après ça, en le lisant, je me dis, ouais, c'est pas nécessairement dans le tableau, c'est dans la note à côté que ça dit que... Mais bon, en tout cas.
Puis, dans certaines années, pas toutes les années, on va parler d'identité, stéréotypes sexuels, normes sociales. Donc, on va parler des inégalités de genre, respect de la diversité sexuelle et du respect des droits, influence des normes sur l'image du corps, les manifestations du sexisme, de l'homophobie, de la transphobie, des rapports égalitaires. Dans d'autres années, on va parler plus spécifiquement des agressions sexuelles puis des violences sexuelles, des indices pour reconnaître une situation d'agression sexuelle puis le dévoilement, les façons de prévenir, de faire face en contexte réel et virtuel à des agressions sexuelles. Donc, on se dit, ben c'est des thèmes intéressants, mais encore faut-il avoir les moyens pour pouvoir mettre toutes ces belles notions-là de l'avant. Donc, actuellement, c'est clair qu'il n'y a pas assez d'heures. On parle entre 5 et 15 heures, 5 heures par année. Pour aborder tout ça, ben, en fait, c'est juste quelques notions. Il y a plein d'autres notions, comme on a vu aussi d'aborder. Donc, il y a des choix qui ont dû être faits. On ne parlera pas des agressions sexuelles à toutes les années. On ne parlera pas d'identité, stéréotypes sexuels à toutes les années non plus. Puis, les professeurs le disent, ne sont pas assez formés. Il n'y a pas assez de ressources pour les former. Puis, on craint un peu les conséquences de tout ça. On a peur que, en fait, toute personne, on vit tout avec nos histoires personnelles, nos préjugés personnels. Donc, on peut véhiculer des stéréotypes, des notions sexistes, des préjugés, des jugements hétéronormatifs, puis ne pas mettre de l'avant une analyse féministe, de ne pas mettre de l'avant l'importance des rapports égalitaires. Donc, c'est des choses qui nous inquiètent. Puis il y a des professeurs aussi qui ont dit qu'ils craignaient de faire face à d'éventuelles dénonciations, comment réagir et tout ça, qui ne se sentaient pas habilités à réagir, savoir quoi faire et tout ça. Fait est-ce qu'il y a un risque de banalisation finalement si un enfant fait un dévoilement puis qu'on ne sait pas comment réagir? Donc, il faut vraiment s'assurer qu'il y a une compréhension commune des violences sexuelles. Ce n'est pas uniquement une agression physique des violences sexuelles. Ça inclut plein d'autres choses, des commentaires intimidants, des regards insistants qui nous rendent mal à l'aise, des propos sexistes, des propos dégradants. Et les personnes qui subissent ça ont autant le droit d'être aidées et il doit y avoir autant d'interventions. Donc, ça, on n'est pas sûr de le retrouver beaucoup dans les apprentissages actuels. On pense que, je parle trop longtemps, besoin de formation, donc, comme on disait, puis tout en respectant l'autonomie des groupes communautaires. Ça, c'est important parce qu'on revendique, oui, de reconnaître l'expertise des groupes communautaires, mais c'est pas à nous d'aller donner non plus à la place du ministère pour devenir des sous-traitants du ministère et d'aller former tel quel sur les apprentissages à la sexualité. On a chacun nos missions et qui nous a été données par nos membres, par notre communauté. Et je pense qu'il faut que ça soit complémentaire, mais dans le respect de notre autonomie. Donc, la reconnaissance de notre expertise, ça passe aussi par un meilleur financement des groupes communautaires, puis ça passe aussi par le fait d'ouvrir les commissions scolaires puis les écoles au programme qui se fait dans les organismes communautaires. On voit certaines résistances de certaines commissions scolaires d'ouvrir aux formations offertes par les groupes Espace. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous inquiète aussi. Voilà. Du bord du Rocage, j'ai fait le tour de nos membres aujourd'hui et en fait, les défis... En fait, non, je vais parler d'abord du Bon Coup. Le Bon Coup, il y en a. Le Bon Coup, c'est qu'en fait, c'est le retour du programme. En fait, depuis qu'ils l'ont enlevé, on ressentait sur le terrain vraiment le besoin des jeunes d'avoir des réponses à leurs questions. Leur compréhension a été un peu déformée de la sexualité, tout ça. Donc, il y avait vraiment un réel grand besoin de retour de ce programme-là aux écoles. Voilà le Bon Coup. Il y a un mini bon coup aussi, c'est que certaines écoles se sont tournées vers les organismes communautaires. Ils ont agi assez vite pour former un comité d'implantation du programme. Et là, c'est là qu'ils ont interpellé les organismes pour les aider justement à intégrer ce programme-là dans le cursus scolaire. Mais là, on commence les problèmes. Les défis, en fait, c'est vraiment au niveau structurel. Ça paraît qu'avant de l'implanter, il n'y a pas eu de consultation. Puis, en fait, il n'y a même pas un programme d'évaluation, un outil de suivi. La première chose qu'on apprend lors de la gestion d'un projet, d'un programme, c'est d'établir
un outil d'évaluation pour voir si ça va bien. Sinon, qu'est-ce qu'on fait pour ajuster? Il n'y en a pas. Actuellement, il n'y en a pas. Donc, ce qu'on observe, c'est que actuellement, ça se gère école par école. Chaque école décide comment il gère, quelle somme il va attribuer. Est-ce que c'est les profs? Est-ce qu'ils vont demander de l'aide à l'extérieur? Ça dépend vraiment des écoles. Pour certains organismes, ça a été très positif. Ils ont eu beaucoup d'appels. Ils étaient très sollicités, même débordés. Pour d'autres organismes, ça a été le contraire. Ça a eu comme les profs, ils ont décidé que c'était juste leur tâche, puis ils ne voulaient pas demander l'aide à l'extérieur. Pour certains, c'était le directeur qui décidait, puis que les professeurs n'étaient même pas au courant que cette journée-là, il y avait quelqu'un qui venait les assister. Donc, ça crée des situations de malaise. Donc, ça a vraiment besoin d'une structure plus claire. Aussi, une problématique observée, c'est la transmission des dossiers. Par exemple, quand il y a un prof ou une direction qui quitte, si auparavant, il y avait déjà des contacts avec des ressources à l'externe, bien, il ne les transmet pas à la nouvelle personne et là, le contact se perd. C'était une des raisons pourquoi aussi certains organismes n'avaient plus de nouvelles, n'avaient plus de collaboration avec les écoles parce que le contact était perdu. Il y a aussi... excuse-moi, j'ai oublié Anne-Valérie a mentionné, la question de la formation des professeurs, les outils d'appui. On a beaucoup de questionnements. C'est quoi? Comment ils sont formés? De quoi ils ont exactement besoin quand ils font appel aux organismes communautaires pour les appuyer dedans? Et on s'est rendu compte que quand on demandait aux commissions scolaires ou aux écoles de nous parvenir les outils, les fameux outils, parce qu'ils existent, mais on n'a pas droit, on n'a pas accès à ça. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont comme formation, puis comment on peut les aider le mieux. Ça crée aussi une ambiguïté chez les professeurs. Quand les jeunes, ils posent... C'est bon d'avoir un outil, tu apprends ta matière, mais quand les jeunes posent des questions un petit peu plus touchées, un peu plus terrain, mais un intervenant qui passe la journée avec ces jeunes-là, à parler de ces sujets-là, mais il serait beaucoup plus en mesure de répondre aux jeunes dans une perspective de prévention. Le prof est un peu moins outillé. J'imagine qu'avec le temps, ça va venir, avec l'expérience, mais avoir un outil, apprendre quelques lignes, ça n'aide pas tout à fait. Et finalement, la gestion financière, c'est vraiment les écoles qui décident comment y attribuent l'argent. Mais la plupart des cas, c'est nos organismes membres avec leur financement par projet des ministères qui vont là, ils donnent l'aide gratuitement. Donc, en fait, il répond aux objectifs qui sont fixés par l'aide reçue, parce que c'est un financement par projet, donc il faut que tu réponds à certains objectifs. Et des fois, ça peut arriver que ce n'est pas tout à fait le besoin immédiat pour le cours. Voilà. Il y en a plein d'autres, mais voilà. Bon, ben ma chère collègue Espace m'a volé tous mes punchs. Mais comme on travaille sensiblement dans le même domaine, c'est correct. Donc, justement, ça va être short and sweet parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, puis je ne veux pas les répéter, sauf celui, parce que le positif, c'est il y en a un. Hein? Moi aussi, je l'ai écrit, là, il y en a un. Au secondaire est obligatoire. Donc, ça, c'est positif aussi. Puis, il y a une certaine analyse, approche sociale, ce qui a déjà été mentionné par Cindy, quoique imparfaite, puis je vais revenir là-dessus dans les défis. Pour les défis, encore là, on se questionne sur la formation à faire au personnel scolaire. Pour nous, particulièrement en agression sexuelle, c'est arrivé plusieurs fois que nos intervenantes, même avant les cours d'éducation à la sexualité, sont allées dans des cours, puis les profs faisaient des commentaires sexistes ou déplacés. Puis encore là, ça a été mentionné, ils ne sont pas à l'abri des préjugés qui sévissent dans la population en général, d'où l'importance d'être mieux formés. Puis je doute qu'une formation en ligne, pas obligatoire, de 15 minutes, puisse venir outiller des professeurs à, premièrement, recevoir des dévoilements sans faire du victim blaming, ou savoir où référer la jeune ou le jeune.
Donc, on voit un énorme problème de ce côté-là en agression sexuelle, mais je suis certaine que tu vas avoir des choses à dire là-dessus aussi. Fait que, ouais. Donc, pour nous, c'est un gros problème. Puis, en fait, nous, on offre une formation pour le personnel scolaire. Notre formation est d'une journée complète. C'est immense pour ceux qui étudient en éducation de libérer une journée complète pour former du personnel scolaire. Ils ont d'autres sujets à traiter. Par contre, sur des sujets délicats comme les agressions sexuelles, un minimum d'une demi-journée est nécessaire. Et les directions d'école ne veulent même pas dégager. Tout ce qu'ils veulent, là, c'est « Oh my God, qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit un dévoilement? » Attends, là, wow, là, tu as besoin de savoir c'est quoi les mythes, c'est quoi les préjugés, comme c'est quoi la loi par rapport au consentement. Tu as besoin d'être outillé là, avant de savoir comment recevoir un dévoilement. Fait que ça, c'est un gros défi. Ça a été mentionné, très préoccupé, pas de mécanisme de suivi, pas de mécanisme d'évaluation à long terme. Comment qu'ils savent que l'école a fait quoi et comment? Aucune idée. Peut-être quelque chose que j'ajouterais, c'est que c'est très standard dans le sens qu'ils n'ont pas adapté le programme pour les milieux comme adaptation scolaire ou les classes d'accueil ou pour les jeunes qui ont des déficiences intellectuelles ou autres. Donc, c'est comme cookie cutter-ish, mais ça rentre pas, ça prend pas en compte tous les jeunes et tous leurs besoins. Nous, on a un petit bémol par rapport à l'agression sexuelle. Il y a ici, dans les contenus, des situations nécessitant le déploiement d'habiletés préventives et la manière que beaucoup d'écoles et de commissions scolaires interprètent ce contenu-là. C'est un petit peu, je ne sais pas si vous avez vu la campagne avortée du SPVM par rapport à « Hey, les filles, faites attention, sortez en gang, buvez pas trop » et tout ça. Bien, les écoles veulent que nous, on aille dire ça à leurs jeunes. Donc, on a un conflit parce que pour nous, c'est évident qu'on ne va pas aller donner ce contenu-là. Donc, on essaye de tricoter. Si vous voulez qu'on dise ça, on va aussi dire aux potentiels agresseurs, faites attention, buvez pas trop pour vous assurer de savoir que le ou la partenaire que vous convoitez est consentante ou consentant. T'sais, on essaie de symétriser les responsabilités minimalement, mais on essaie de... Bon, fait que pour nous, ça, c'est un grand problème, quelque chose qu'on va travailler cette année. Puis, bon, ça a été mentionné, il y a un manque de transparence par rapport au contenu qui est donné justement aux professeurs. Ils ne veulent pas nous donner le contenu, on n'a aucun droit de regard. Donc, on sollicite une meilleure collaboration avec les groupes terrain parce que je vois ici dans la salle, là, il y a plusieurs groupes qui ont développé des outils incroyables pour les jeunes. Puis, on n'est nulle part dans la collaboration, en tout cas pas officiellement. Donc, pour nous, c'est un grand défi. Puis je sais qu'à la FQPN, on travaille très fort avec vous pour rectifier le tir. Je vais essayer de ne pas répéter parce que je suis vraiment d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je voulais commencer par dire ça. Là. Je pense qu'on a vraiment un beau panel. Bon, au niveau des personnes et des communautés LGBT, ce que je dirais qui a été effectivement le bon coup, en fait, du programme, c'est que il y a mention qu'il y a différentes orientations sexuelles, ce qui est déjà une amélioration sur le précédent. Je me rappelle de mon expérience, moi, au secondaire, dans mon cours de FPS. On nous avait montré un film, puis c'était un film de fiction, là, c'était pas... On n'allait pas nous parler de différentes orientations sexuelles, mais il y avait deux filles qui s'embrassaient, fait que c'était bien... En tout cas, c'était pas du tout malaisant. Dans ma classe de filles, hein, on était juste des... En tout cas, c'est une autre affaire. C'était malaisant. En tout cas, fait que... donc, il y a ces mentions-là qu'il y a différentes orientations sexuelles. Puis, c'est même listé hétéro, homo, puis bisexuel. Et là, j'étais là, wow, les bisexuels, on est là. Mais il y a aussi mention des familles homoparentales, ce qui est quand même une nette amélioration sur celui précédent. Mais bon, comme vous savez comme moi que ça ne s'arrête pas là. Donc, ça, c'était les très court, bon coup de ce programme. Ensuite de ça, je voulais faire du pouce sur ce qui a été dit, en fait, comme quoi
beaucoup de choses auraient pu être évitées si nos groupes terrain avaient été consultés. Notamment, vous savez comme moi que le GRI fait des interventions en classe et donc ils sont très, très bien placés pour savoir c'est quoi les questions des jeunes sur l'orientation sexuelle notamment. Ça, c'est une chose. Le GRI, par exemple. Alter Hero sont très bien placés aussi pour connaître les questions des jeunes qui sont posées directement en ligne. Je veux dire, le ministère il a accès à ces questions-là. Ils sont là, tu sais, puis ces questions-là, ils reviennent tout le temps. Fait que ça n'aurait pas été compliqué là, de consulter nos groupes sur ces questions-là. Et on a aussi, donc ça, c'est les groupes qui interviennent, je ne les ai pas tous nommés, là, qui interviennent vraiment sur les auprès des jeunes, mais il y a aussi des groupes qui interviennent auprès des futurs enseignants ou des enseignants actuels, et comme Enfants Trans Canada, que je vois ici, allô, qui, eux, interviennent auprès des... oui, c'est ça, c'est juste toi. Non, c'est pas vrai. Il y a une armée de bénévoles qui travaillent à Enfants Trans, mais qui forment des enseignants et des intervenants. Et même chose pour la Coalition des familles LGBT. Ils vont beaucoup, en fait, dans les universités former les futurs enseignants. Et donc, ils savent là, c'est quoi les contenus qui sont nécessaires. Mais, encore une fois, c'est par projet qui sont financés. C'est vraiment des initiatives, des organismes, mais leurs savoirs sont vraiment importants. D'ailleurs, je veux dire, notre mémoire, oui, il y a des choses que... Je disais tantôt qu'il y avait des choses de notre mémoire qui avaient été clairement retenues pour ça, mais notre nom apparaît nulle part dans ce document-là. C'est comme si on avait été consultés, je sais pas, là, on était des fantômes consultés. Ça, c'est un autre problème. Mais... Bref, je voulais juste dire que mentionner sur les contenus plus spécifiquement, c'est un réel problème pour nous que l'identité de genre soit pas nommée au primaire, notamment. J'imagine que ça va être discuté tard au secondaire, puis c'est une chose, mais ça aide pas tant que ça, là. Je veux dire, ça aide un peu, mais... on sait que l'identité de genre se forge bien avant l'orientation sexuelle parce qu'elle ne nécessite pas cette surge d'hormones vécue par les adolescents pour ressentir du désir. Ça n'a rien à voir. Donc, l'identité de genre devrait être abordée dès le primaire. Puis ça, on sent que c'est vraiment une grande, grande résistance là, de la part du gouvernement. Ça fait plusieurs fois qu'on le dit, là. Puis ça semble avoir aucun écho. Mais c'est pas si surprenant parce que le contexte où on évolue aussi, le conseil, c'est celui où est-ce que on entend parler d'une commission scolaire qui nie qu'elle a des enfants trans dans son territoire. Ça, c'est une chose. Ou bien qu'il y a un groupe, il y a eu ça l'année passée, là, un groupe qui faisait des interventions en danse dans des écoles. Puis là, il y avait un père qui avait dénoncé, il voulait retirer son enfant parce que l'orientation sexuelle était abordée dans le cours, tu sais, dans l'atelier, tu sais. Puis là, ça avait fait les manchettes tout là, à Sherbrooke. Oh, Sherbrooke, tu me déçois des fois, mais... Mais je peux dire ça parce que je viens de Sherbrooke. C'est ça, donc c'est très politique. Les questions LGBT dans l'éducation à la sexualité, c'est très, très politique. J'ai l'impression, puis c'est ce que je voulais compléter sur mon intervention de tantôt, c'est que on dirait que suite à nos commentaires, ils ont voulu comme, tu sais, mettre un gloss par-dessus leur programme. Où est-ce qu'ils peuvent... On peut pas dire... ben là, clairement, vous séparez, mettons, garçon-fille. Ils ont enlevé un peu ces mentions-là. Ils ont un peu comme tout mis ensemble, ce qui est correct, mais ils nomment pas non plus. Tu sais, ils disent pas comme il y a des corps intersexes et voici à quoi ils peuvent ressembler, tu sais, ou voici, tu sais, des différentes identités de genre qui existent. Tu sais, il y a pas, merci, il y a pas de ça. Tu sais, c'est plus comme invisibilisé, c'est pas nommé, ce qui est un autre genre de problème, mais c'est un problème très typique des manières de fonctionner au gouvernement. Puis je voulais aussi mentionner que nous, une question qu'on se fait souvent poser, que nos organismes se font souvent poser, c'est qu'est-ce qui arrive quand on reçoit un coming out. Et là, je pense pas que ce soit abordé nulle part, mais si ça l'est, probablement que c'est abordé d'une manière très... que l'enfant, il est sourd de lui ou que, genre, c'était la première personne à qui je le dis ou machin, ou... Mais l'affaire, c'est que souvent, ils ne savent pas, tu sais, ils sont comme en questionnement, puis tout ça, puis les profs, ils sont très mal à l'aise avec toutes ces questions-là. Puis là, on pourrait revenir dans la vision d'avenir, puis il y a des gens qui suggèrent que la manière de pallier à ça, c'est les sexologues. Je suis
plus ou moins d'accord avec ça. Là. Je pense que le prochain cours, le cours qui va se mettre en place à l'UQAM sur l'éducation à la sexualité, je pense, devrait aider. Mais il y a aussi des sexologues qui ont leurs propres stéréotypes. T'sais. Fait que je pense que si on avait des contenus, des contenus écrits qui mentionnaient c'est quoi les termes qu'il faut utiliser, les thèmes à aborder, comme là, on aurait vraiment une manière sûre et claire de s'assurer que tous les enfants reçoivent le même genre de contenu et d'éducation, mais je pense pas qu'on est rendu là, surtout pas pour le contenu LGBT. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Alors, je sais que vous en auriez beaucoup plus long à dire. Peut-être la période de questions va nous permettre d'approfondir certains sous-thèmes qui ont été mentionnés, mais que, bien sûr, on s'est restreint dans le temps. Donc, gênez-vous pas pour préparer vos questions. La dernière question. Quelle est votre vision d'avenir pour l'éducation à la sexualité au Québec? Donc, on peut se permettre de rêver un peu, même si ça paraît parfois très utopiste. Il faut se permettre de rêver si on veut pouvoir demander autre chose. Donc, on commencerait avec Denitza. Denitza? Oui, merci. De quoi on rêve? Au Rocage, on rêve que ça commence par un programme qui tient debout, qui est à l'écoute de ce qui se passe vraiment sur le terrain, qui répond aux besoins réels, qui est muni d'un outil de suivi, d'évaluation, qui s'ajuste, parce qu'on évolue vite, surtout aujourd'hui, à l'ère du numérique, ça va tellement vite. On rêve d'un programme qui s'ajuste aux besoins. Aussi d'un programme qui n'est pas juste 5 à 15 heures par année. Je dirais même, ça serait idéalement un cours complet, comme les maths, la physique, la chimie. Un cours complet, pourquoi pas. Qu'il y ait une collaboration entre les écoles et les différentes instances d'expertise, que ce soit les sexologues, que ce soit les organismes communautaires. Chacun une expertise terrain qui est différente et on se complète tellement bien. Pourquoi il y a cette, pas fermeture, mais crainte, on dirait, d'aller chercher l'aide ailleurs? On aimerait ça, qu'il y ait plus de collaboration entre tous ces acteurs-là pour le bien de nos jeunes. Et aussi un budget qui est juste et qui correspond vraiment aux besoins. Un budget qui est spécialement dédié à ce programme-là du ministère de l'Éducation, puis qui distribuait le même budget à chaque école, parce qu'apparemment, il y a même les écoles, ils reçoivent leur budget selon leur secteur. Il y a certains qui sont considérés dans un secteur plus aisé, puis d'autres dans des secteurs plus pauvres. Mais les besoins, ils peuvent être pareils. La matière doit se donner. Ça ne veut pas dire que les jeunes qui se trouvent dans le secteur plus aisé n'ont pas les mêmes questions que les jeunes dans le secteur plus pauvre. Bref, on rêve d'une équité et égalité. Voilà. Alors, on rêve d'une éducation à la sexualité qui porte des valeurs féministes. Donc, on en a parlé, qui fait la promotion des rapports égalitaires entre les femmes et les hommes, des rapports égalitaires où il n'y a pas de rapport de pouvoir abusif entre les adultes et les enfants, qui fait la promotion de relations amoureuses saines et égalitaires. On veut une éducation à la sexualité qui est accessible à tous les enfants, dont les enfants du préscolaire aussi, pour que tous les enfants aient une chance de vivre une enfance sans violence et en sécurité. On veut une éducation en sexualité qui nous amène toutes et tous à devenir des témoins actifs. Donc, la protection des enfants, c'est pas juste l'affaire des parents, c'est l'affaire d'une communauté. Faut construire des communautés sans violence. Ça passe par les professeurs, ça passe par les directions d'école, par les services de garde, par les éducatrices, par les parents, par les voisins-voisines, par nos camarades de jeu aussi. Donc, il faut renforcer nos réseaux d'entraide entre les enfants, comme on disait, qui se perçoivent souvent comme des partenaires de jeu, mais ils peuvent aussi s'aider dans des situations de violence. Puis conscientiser les adultes à
leur responsabilité sociale et légale, donc par des ateliers de sensibilisation qui s'adressent aux adultes. Donc, leur donner des pistes pour vérifier si on a des doutes qu'un enfant vit de la violence, qu'est-ce qu'on fait, comment aller vérifier, quoi faire si on a des confidences, c'est quoi les ressources du milieu aussi qu'on peut aller chercher. Donc, ce qu'on nous dit, tu sais, c'est que les adultes qui reçoivent les ateliers espace, c'est qu'après ça, ils se sentent plus à l'aise d'aller parler de sexualité, d'aller parler de prévention de la violence avec les enfants. Que ça soit une priorité politique et sociale, l'éducation à la sexualité, donc avec le financement qui va avec. Les professeurs rushent actuellement dans le système d'éducation après des années d'austérité. Il y a eu des coupures partout. Il y a moins de ressources dans les écoles, il y a moins de professionnels, et là, on leur ajoute une nouvelle tâche. Ça n'a pas de bon sens. Fait que, premièrement, il faut arrêter ces coupures-là dans le système d'éducation. Il faut réinvestir massivement dans l'ensemble du système d'éducation et en éducation à la sexualité. Il faut reconnaître l'apport, comme on a dit, des groupes communautaires, notre expertise. Pendant les presque 20 ans qu'il n'y a pas eu de cours en éducation à la sexualité, les groupes communautaires, on était sur le terrain, puis on en faisait. Fait que, puis il faut appeler à une collaboration entre les différents acteurs, les différentes actrices de l'éducation à la sexualité, dans les différentes étapes, déterminer le contenu, la mise en œuvre, l'évaluation, que ça soit fait autant par les enseignants-enseignantes, qu'elles soient prises en compte, les groupes communautaires, les professionnels, etc. Mais avant tout, il faut que les jeunes fassent partie de ça. C'est les principaux concernés. Donc, on veut une éducation à la sexualité qui éveille leur esprit critique puis qui va chercher l'expertise des jeunes, qui soit basée sur les droits des personnes, puis qui reconnaissent les jeunes comme des citoyens et des citoyennes à part entière. Ce n'est pas que l'avenir de notre société, c'est le présent de notre société. Puis on veut les encourager à s'affirmer, à se respecter dans toutes les dimensions de leur vie, dont leur sexualité. OK. Quand on nous a donné cette question pour préparer, en fait, je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais aimé il y a quelque temps. Et en fait, je me suis rappelé que moi, de là où je viens, qui est un milieu assez populaire, puis dans une famille très, très religieuse, mettons que dans la communauté où j'étais, là, t'avais pas trop d'espace. Là. Si t'étais né avec une vulve ou avec un pénis, c'était ça ton chemin, puis tu le suis, puis genre, tu fermes ta gueule, tu sais. Fait que... après, j'ai noté plein de choses de qu'est-ce qui serait le fun, du coup, pour l'éducation à la sexualité. Puis, j'ai décidé d'en retenir une seule. Et cette chose-là, c'est pour moi une éducation à la sexualité qui, plutôt que de te prendre par la main pour te montrer un chemin, c'est une éducation à la sexualité qui ouvre des horizons, en partant de tes préoccupations de jeune, de tes questions, puis ça, en favorisant l'autodétermination et l'émancipation. Ça, là, ça va être vraiment bien. Puis là, je me suis dit, OK, puis ça donnerait quoi? Puis je me dis, ça donnerait une éducation à la sexualité où les jeunes femmes, elles se sentent de pouvoir vivre pleinement leur sexualité, où les jeunes non conformes de genre se sentent l'espace d'être qui elles sont. Puis je dis, OK, mais maintenant, il faut faire quoi pour ça? Alors, pareil, il y aurait plein de choses à faire, mais les 3 choses que j'ai retenues, c'est d'abord une remise en question de la posture des intervenants-intervenantes. Puis que ce soit des profs ou dans le milieu communautaire, parce qu'éventuellement, nous aussi, on crée parfois des rapports de pouvoir et de domination, puis il faut en avoir conscience pour pouvoir agir dessus. Ensuite, ça a été dit, mais on va le redire, parce que de toute façon, on va le redire encore un sacré paquet de fois, une collaboration avec le milieu communautaire, en fait, avec toutes les actrices et les acteurs des différents environnements des jeunes, mais notamment le milieu communautaire, parce que c'est sûr que dans le milieu communautaire, on va avoir une lecture éventuellement sur les environnements sociaux, politiques, économiques d'une communauté. Et donc, du coup, sur un terrain donné, ça va être des bons alliés. Et puis, des moyens financiers à la hauteur. Aujourd'hui, le budget de l'éducation à la sexualité au Québec, c'est 4,70 $ par élève et par an. Je trouve que c'est intéressant d'avoir le chiffre en tête. Donc, c'est sûr que c'est des moyens dédiés au réseau scolaire, mais c'est aussi que derrière, si on veut qu'il y ait des groupes communautaires qui interviennent, il faut qu'il y ait du financement.
que ce soit les écoles qui payent l'intervention ou que ce soit du financement à la mission, parce que sinon, ça ne fonctionne juste pas. On a des groupes à la FQPN qui, depuis la rentrée, reçoivent comme 2 à 3 fois plus de demandes d'intervention que les années passées. Mais ils n'ont pas 2 à 3 fois plus d'intervenants, intervenantes. Fait que ça ne marche pas. Puis voilà, c'est pas mal ça. Chanceuse. Ben, encore, tout a été dit. Yeah. Par contre, j'ajouterais rapidement, un rêve, ça serait, ça a été dit, mais que les parents acceptent pleinement tout ce que veut dire l'éducation à la sexualité, parce qu'ils ont un grand, grand rôle à jouer dans l'épanouissement de leurs jeunes dans le milieu sexuel et de leur sexualité. Aussi, les écoles, le gouvernement, qui est zéro résistance et que toute la diversité, puis j'en vois beaucoup ici, soit quelque chose qui soit mis de l'avant puis qui soit valorisé, parce que je sens qu'il y a encore beaucoup de résistance de la part, surtout des parents, des commissions scolaires, des écoles et des directions. Donc, pour moi, ça serait vraiment chouette si on pouvait tasser ça. On est en 2019. C'est temps de enlever tous les préjugés, les stéréotypes et tout ça. Ça, c'est un grand souhait. Donc, que cette éducation à la sexualité-là soit positive. Puis je trouve ça drôle parce que moi, je parle d'agression sexuelle. On s'entend que c'est pas positif, mais on outille les jeunes pour que, justement, ils puissent vivre une sexualité, une vie sexuelle épanouie dans le consentement et le respect. Ce qui m'amène à mon dernier souhait énorme, et ça, c'est très personnel pour notre regroupement. On fête nos 40 ans cette année. Mon souhait le plus grand, ce serait que dans 40 ans, on n'existe plus. Parce que le travail aura été fait, puis il n'y en aura plus d'agression sexuelle. Donc, j'espère, là, je vais être à la retraite dans 40 ans, là, mais mettons, là, si j'étais plus jeune, j'aimerais ça plus avoir de job dans 40 ans. Ça serait mon grand souhait. Oui, moi aussi, ma liste a rétréci à mesure que les gens parlaient, mais je donne encore une fois mon appui. Surtout un appui sur la question du budget et du financement. Là. Je pense que c'est la plus grosse chose pour les écoles, mais aussi pour les organismes, parce que, tu sais, je veux dire, j'ai pas envie que les organismes arrêtent de donner de l'éducation à la sexualité puis que ce soit juste donné par les profs. Je pense que ce serait bizarre, là. Je pense que les intervenants des milieux communautaires apportent beaucoup, tu sais, à l'éducation à la sexualité. Puis, je pense que c'est important de voir ces différents intervenants-là dans les classes. Je ne sais pas si ça a été dit, mais je pense que ça a été dit au début. Là. Je pense que vraiment, si c'était une éducation intersectionnelle, on n'oublierait pas là, les personnes en situation de handicap, comme on a dit tantôt, puis les personnes intersexes, puis on n'oublierait surtout pas que le vécu, notamment sexuel, d'un jeune, par exemple, issu de l'immigration, clairement ne sera pas nécessairement le même que celui d'un jeune né au Québec. C'est comme, je veux dire, c'est la base, là, un peu, mais en tout cas, c'est pas nécessairement dans le programme actuel. Puis une chose que j'avais notée dans ma petite liste qui n'a pas été nommée, c'est que j'aimerais beaucoup, tu sais, j'ai parlé tantôt du malaise dans ma propre école secondaire, là, mais j'aimerais ça que les profs puis les étudiants apprennent à vivre avec le malaise, en fait, à vivre avec le malaise ou l'inconfort que peut apporter des discussions sur la sexualité, mais aussi sur les relations interpersonnelles, parce que, tu sais, je veux dire, il y en a toujours qui vont se sentir visés ou qui vont être comme, aïe, on parle d'agression sexuelle, puis j'en ai vécu, puis, ou bien je connais quelqu'un qui en a vécu, ou bien, mon Dieu, est-ce que ce que j'ai vécu, c'est une agression sexuelle? Ou, tu sais, cet inconfort-là qui est généré par ces discussions-là, je pense que les jeunes devraient avoir les moyens d'être capables de comme s'asseoir avec ça, puis dealer avec ça, mais encore plus les profs, tu sais, encore plus les profs devraient être capables de parler de ces contenus-là en vivant avec l'inconfort que ça crée chez eux, puis que ce soit pas un drame, tu sais, que ce soit pas comme non, je veux pas enseigner ça parce que je vais être inconfortable. Ben too bad pour toi, là. Comme le disait si bien une de mes chargées de projet, Marie-Lou, dans un autre panel il n'y a pas longtemps, elle était comme, tu sais, je veux dire, si un professeur de maths était inconfortable avec le théorème de Pythagore, on dirait de se fermer la gueule, tu sais, comme, on ne dirait pas, ah ben non, mais moi, la civilisation grecque, là, j'ai de la misère avec ça, tu sais. Comme, s'il disait ça, on ferait comme, ben, excuse, mais
t'es pas un bon prof de maths, va-t'en, tu sais. Fait que là, je comprends pas pourquoi on n'applique pas les mêmes critères pour l'éducation à la sexualité, là. Ah, ben je sais, mais je suis pas aussi drôle que Marie-Lou, c'est ça qui arrive. Mais... Ah oui, c'est ça, parce que... Non, mais c'est ça, parce que l'exemple venait c'était une citation dans un rapport, là, en fait, qu'on a produit en 2007 là, relativement aux violences sexuelles. Puis là, c'est que l'intervenante avait justement parlé du fait qu'un prof voulait pas parler de relations anales dans son cours parce que ça le rendait inconfortable, tu sais. Mais comme, je veux dire, voilà, c'est ça. C'est pas une raison. C'est pas une raison. Ton inconfort, c'est pas une bonne raison. Puis l'autre mini-affaire avant qu'on finisse, c'est que moi, ce que je souhaiterais vraiment pour nos communautés LGBTQ+, c'est vraiment que les professeurs arrivent, que le programme et les professeurs arrivent à enlever un peu du dialogue, genre, eux, c'est comme ça, puis nous, c'est autrement. Genre. Parce que ça, c'est vraiment ce qu'on voit le plus, puis on le voit aussi un peu. C'est comme un genre de sous-texte, là, de comme, la majorité, ils sont de même. Mais il y en a aussi comme des bizarres qui sont comme ça, tu sais. Fait que si on pouvait juste mettre ça tout sur le même pied d'égalité, puis arrêter de nous considérer comme des minorités ou des extraterrestres, ça, ce serait comme vraiment le rêve. C'est vraiment le rêve. Voilà. C'est tout. Alors, merci pour ce moment de rêve collectif, pour ne pas dire... Donc, bonjour, moi, c'est Michaël du Gris Québec. En fait, merci beaucoup, vraiment très, très, très excellent comme conférence. Petite question qu'on s'est fait poser récemment au Gris Québec. Qu'est-ce qu'on répond? En fait, une commission scolaire nous a demandé, moi j'ai des parents qui veulent retirer leur enfant des cours d'éducation à la sexualité pour la religion. Alors, qu'est-ce que je dis à ces parents-là? Et on s'est fait demander des arguments. Donc, je vous pose cette question. On fait quoi avec ça? OK, un petit contexte. Je ne vais pas répondre nécessairement à la question, mais je veux juste faire un petit bémol qu'on entend souvent. Moi, ma mère, elle a déjà été religieuse, OK? Puis, ça, c'est l'introduction. Non, mais c'est l'introduction. Ma mère, elle a déjà... Non, ça n'a pas fonctionné du tout. Elle était elle était aux Ursulines à Québec. Et donc, elle connaît beaucoup, beaucoup de monde à Québec. Et une de ses meilleures amies n'est plus religieuse non plus, mais elle est très, très catholique et très intense et est une des leaders des parents catholiques contre l'éducation à la sexualité. Et je voulais le dire parce que souvent, ce qu'on entend dans les médias, c'est que les retraits pour religion, c'est des religions musulmanes, juives et autres, mais on entend peu la voix des parents catholiques, ou en tout cas, on les entend au gouvernement, hein, ces voix-là, parce que clairement, ils font beaucoup de pression, mais on les voit pas beaucoup dans les médias. Donc, je voulais juste mentionner ça. Mais j'ai pas d'éléments de réponse. Belle anecdote, Cindy, tu me corriges, mais il me semble que le gouvernement a dit qu'il ne donnerait pas d'exemption. Donc, en principe, les jeunes doivent être présents en classe, puis je pense que c'est marqué comme une absence, puis ça va avoir les conséquences que toutes les autres absences vont avoir. Il y a deux motifs d'exemption. Le premier, c'est s'il y aurait un préjudice, que ça pourrait causer préjudice aux jeunes. Donc, mettons, un jeune qui aurait subi une agression sexuelle, là, parler d'agression sexuelle, ça pourrait peut-être, c'est peut-être mieux d'intervenir en individuel avec. Puis l'autre motif, c'est aussi... L'autre motif, c'est ça aussi, c'est un peu par rapport à la religion, mais c'est flou. C'est très... le gouvernement, comme dit, oui, il pourrait avoir exemption pour motif de religion, mais il est comme pas allé plus loin. Fait que là, c'est comme la belle zone floue, comme tout le reste du programme, qu'on patauge là-dedans. Donc, et c'est beaucoup, justement, l'orientation sexuelle et l'identité de genre qui fait parler, justement. Là, donc, voilà.
Ben, en tout cas, très, très, très récemment, là, quand il y avait eu tout le scandale autour de livres qui venaient de l'archevêché, etc., le ministre Roberge avait vraiment réaffirmé pas d'exemption, sauf le premier cas que tu citais, si un jeune, une jeune, a vécu un préjudice, puis qu'éventuellement, ça va réveiller des affaires. Fait que c'est quand même l'argument number one, c'est comme pas d'exemption. Mais après, puis je sais pas si tu seras au colloque demain, mais super. On avait produit, après la recherche qu'on a fait sur promouvoir les programmes d'éducation à la sexualité positive, inclusive, émancipatrice, un petit manuel qui est en fait vraiment à destination des groupes communautaires, qui reprend comme les grandes lignes de la recherche, mais il y avait aussi tout un argumentaire de pourquoi est-ce que l'éducation à la sexualité doit être dans les écoles et doit être accessible à tous les jeunes. Puis là, tu as tout un tas d'arguments. Je ne vais pas toutes te les donner ce soir parce que je ne les ai pas tous en tête éventuellement. Mais tu sais... Ouais, puis tu vas l'avoir demain en format papier si tu veux. Là, c'est comme la seule chose qu'on distribue demain. Mais tu peux le trouver aussi sur Internet. Puis par exemple, c'est genre quelques éléments qui me reviennent. Comme argument, c'était, en fait, l'école, c'est un des outils qu'on s'est donné en tant que société pour pallier aux inégalités, même si on est très mauvais avec. Et donc, en l'occurrence, l'éducation à la sexualité, c'est un droit des jeunes. C'est un droit à la santé, donc tous les jeunes doivent pouvoir y avoir accès, et c'est pour ça que c'est dans l'école et que c'est obligatoire. T'sais, ça, c'était un des éléments, puis il y avait comme d'autres arguments qui étaient donnés là. Fait que ça va tout y... Si je peux, en complément de ce que vient de dire Cindy, en fait, moi aussi, je me suis fait poser la question par une journaliste par rapport à ça. Puis la réponse que je lui ai donnée, c'est par rapport au fait que, évidemment, que les parents sont en complément de l'éducation à la sexualité, et c'est évidemment que les familles, les parents vont apporter leurs valeurs, leur vision à la maison, et c'est important. Ça, c'est comme un peu le bout pour rassurer que oui, il va y avoir un espace pour ça, mais que maintenant, on s'est donné comme outil collectif une école, puis qu'on a des institutions laïques. Donc, les personnes peuvent avoir leur religion, leurs croyances, etc., mais que collectivement, nos institutions, elles sont laïques, et c'est pour ça qu'on fait de l'éducation à la sexualité à l'école. Bonjour, je m'appelle Mélie Varin, je suis conseillère et animatrice à en éducation à la sexualité dans une école secondaire. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir et merci pour les témoignages. J'ai entendu toutes justement les belles visions et tout ça, les beaux projets pour l'avenir, mais disons pour cette année, quelque chose de vraiment concret au niveau des évaluations. Est-ce que c'est encore possible d'en faire pour avoir une certaine pertinence au niveau de l'éducation à la sexualité? Parce que malheureusement, dans notre système, des fois, c'est comme si, quand il n'y a pas d'évaluation, mais ça ne vaut pas grand-chose. Donc, vous voulez dire l'évaluation des élèves? Plus une évaluation du programme et évaluation, en fait, que les élèves donnent du programme. Qu'est-ce qu'ils ont retenu par rapport aux ateliers, au contenu qu'on leur donne? En fait, bon, si je parle juste pour nous, mais je ne peux pas parler pour le programme au complet, mais notre programme Empreinte a été évalué, les 3 volets, la formation de personnel scolaire, les ateliers jeunes, les capsules parents. Donc, on a les résultats de cette évaluation-là, puis elle est positive. Il y a des augmentations d'apprentissage dans tous les domaines pour les 3 groupes, autant pour les garçons et les filles. Qu'est-ce que je vais dire par rapport à ça? Oui, le problème, c'est que notre programme est quand même gros et lourd. Tu sais, c'est comme 4 à 6 ateliers de secondaire 2 à 4, plus la formation. Donc, c'est très, très difficile pour nous de donner notre programme complet dans les écoles pour qu'ils puissent donner les résultats qui ont été évalués. Fait que c'est vrai que c'est un défi. Puis pour l'ensemble du programme, bien, c'est un des défis qu'on a tous nommés, c'est le fait qu'il n'y a pas... C'est pas aux organismes communautaires non plus de faire cette évaluation-là. Il faudrait un investissement du gouvernement pour permettre une évaluation complète, puis peut-être à long terme aussi. Donc, au moins dans un cycle scolaire complet, que ce soit du préscolaire, primaire ou secondaire. Je ne sais pas si d'autres personnes... Mais je voulais juste rajouter que il me semble qu'au terme du projet pilote là, sur l'éducation à la sexualité, le ministère nous avait dit qu'il y avait eu une évaluation, mais on n'a jamais eu accès à cette évaluation-là. Fait que,
peut-être qu'il faudrait revendiquer d'avoir accès à cette évaluation-là. Je ne sais pas de quelle manière, une demande d'accès à l'information ou quelque chose, là, mais c'est compliqué. Puis, tu sais, je veux dire, mais vous, comme intervenante, vous pouvez le faire, dire, tu sais, comme contacter le ministère ou même demander à votre commission scolaire de le faire, puis dire, on peut-tu avoir accès à cette évaluation-là? On veut savoir qu'est-ce qui a marché puis qu'est-ce qui n'a pas marché. Puis nous l'envoyer. Nous l'envoyer, oui, c'est ça. C'est sûr. Oui, c'est ça. Allô, ouais, j'ai un peu un élément de réponse peut-être. Premièrement, effectivement, il y a eu 2 bilans d'expérimentation qui ont été me présenter, OK. Oui, Julie Deschenaux, doctorante en sexologie à l'UQAM. Je travaille sur l'éducation à la sexualité. et donc, oui, il y a eu 2 bilans d'expérimentation. En fait, 2 bilans d'expérimentation les 2 premières années. Seulement le premier rapport a été publié. Et demain, la Fédération autonome de l'enseignement, si vous êtes avec nous au colloque, va nous parler, en fait, aussi de tout ce processus duquel ils ont fait partie. Donc, venez au colloque demain. Il y aura davantage d'informations que moi, mais peut-être un autre élément complémentaire, c'est que quand même le ministère a commandé des évaluations menées par des, si je ne m'abuse, des chercheurs en éducation. Donc, éventuellement, il y aura des évaluations locales. Je n'en connais pas plus sur les devis qui ont été déposés, mais en tout cas, ça s'est quand même tramé. Non pas de façon nationale, par contre, le suivi est petit, mais je ne peux pas vous parler de l'ampleur de ces évaluations-là, mais quand même, cette commande a été faite. Puis juste pour compléter, pour apporter d'autres éléments, quand on a parti la pétition, l'éducation à la sexualité, ça ne va pas se faire par magie. Là, aujourd'hui, on est, puis d'ailleurs, tous les groupes autour de la table en font partie, on a réuni à peu près 95 groupes communautaires, aujourd'hui réunis dans ce qu'on a appelé de façon assez informelle la Coalition pour l'éducation à la sexualité. On a rencontré, après des années de silence, on a rencontré la conseillère du ministre qui travaille sur l'éducation à la sexualité, puis c'était une de nos questions. C'était effectivement la question de l'évaluation. À ce moment-là, elle nous disait qu'elle ne savait pas si c'était prévu ou pas. Donc, mettons que ça, c'était le 14 janvier, hein, donc c'était il n'y a pas très longtemps. Puis c'est vraiment une des revendications qu'on porte, c'est qu'il y ait une évaluation. On l'a tournée sous processus d'amélioration continue, incluant les groupes communautaires, puisqu'on intervient, puisqu'il y a une expertise, les jeunes, elles et eux-mêmes, c'est vraiment quelque chose qu'on porte puis qu'on va continuer de porter. Mais éventuellement, si le milieu scolaire, par exemple les commissions scolaires ou les établissements se mobilisent aussi en ce sens, c'est sûr que d'un coup, ça donne comme ça donne beaucoup plus de force et de poids. Fait que, c'est comme une des idées de ce colloque là, puis de la table ronde ce soir, c'est comment est-ce qu'on avance ensemble là, puis pour l'intérêt de comme tout le monde et en premier lieu les jeunes qui sont à l'école là. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Marie-Pierre. Je suis étudiante en enseignement en adaptation scolaire et je travaille pour l'organisme Gris Chaudière-Appalaches. Donc, je porte un double chapeau. Moi, c'est plutôt un commentaire. Donc, je voulais dire merci d'avoir participé ce soir et d'avoir soulevé des enjeux importants. J'ai été outrée d'apprendre que seulement 4,70 étaient alloués à chaque jeune par année. Je trouve que c'est insuffisant. J'ai été agréablement surprise que vous parliez de la clientèle en adaptation scolaire. En effet, je considère moi aussi qu'elle est clairement sous-représentée dans ce nouveau programme d'éducation à la sexualité. Sur une note positive, j'ai envie de vous dire que les étudiants en enseignement, je vais parler pour ma cohorte et de ce que je connais à l'UQAR, à Lévis, on est motivés, on veut l'enseigner, ce nouveau programme-là, on veut se former. Donc, moi, je pense qu'il y a de l'espoir pour les futurs enseignants. Malheureusement, de ce que je constate en ce moment sur le terrain, en effet, il y a peut-être certains enseignants qui sont réticents, mais la relève, on est prêt, puis on est prêt à se lever les manches. Donc, merci pour le colloque. Alors, bonsoir. Mon nom, c'est Louise Lafortune. Je suis du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales, qui travaille aussi, plusieurs de nos maisons travaillent aussi dans les écoles, dans la prévention de la violence dans les relations amoureuses notamment. Puis, de fait, je remercie aussi les panélistes. Puis, je trouve que ça montre
que les groupes communautaires, parce que aussi c'est dans notre mission, la prévention, on n'a pas attendu qu'il y ait un programme d'éducation à la sexualité pour faire ce travail-là. Souvent en collaboration, déjà dans plusieurs milieux scolaires, avec des fois toutes les difficultés que ça veut dire d'y parvenir, mais quand même, fait que je voulais le souligner. Ça fait partie de nos missions de fait comme organisme, et on s'y engage avec les moyens qu'on a, et c'est vrai qu'on est peu financé pour le faire, très, très peu. Puis, moi, je pense qu'une des inquiétudes aussi, que tous les défis que vous releviez, c'est un programme d'éducation à la sexualité, entre guillemets, un peu à la carte, parce qu'il y a tellement peu de temps qui est octroyé pour l'ampleur de ce qui est contenu que les profs ou ceux qui vont le donner risquent de choisir les éléments avec lesquels ils sont le plus à l'aise. Hein? Puis vous le nommiez aussi. Puis chez nous, c'est ce qu'on se rend compte aussi dans les maisons quand, notamment, la peur du dévoilement, bien, les profs vont choisir des éléments où ils vont être certains de ne pas aller vers ce genre de dévoilement-là. Donc, ils ne donneront pas non plus l'information à cet égard-là, ou quand même de nos maisons veulent l'amener dans les classes s'il y a des reculs à certains égards. Fait que je voulais souligner notamment cet enjeu-là compte tenu des défis qui ont été nommés. Je voudrais juste ajouter, aller dans le même sens. C'est important d'avoir un espace pour le dévoilement. Et après ça, référer si c'est pas nécessaire. T'sais, par exemple, au programme Espace, après les ateliers qu'on fait avec les enfants, il y a un temps de rencontre facultative, en individuel avec les enfants. Donc, ils viennent nous voir s'ils veulent, puis pour parler de n'importe quoi. Ou des fois, c'est pour revenir sur des choses qu'ils ont vues dans l'atelier, puis ça permet de faire une révision de ce qu'on a appris et tout ça, c'est quoi les apprentissages qu'on a faits. Et il peut y avoir un espace pour le dévoilement. Après ça, c'est pas un espace d'intervenir sur le long terme, ça va être de référer, mais il faut qu'on se donne un espace collectivement pour ça. On veut parler d'éducation à la sexualité, faut qu'il y ait un espace pour ensuite, après ça, aller référer à une professionnelle de l'école et tout ça, mais il faut qu'il y ait un espace absolument pour permettre le dévoilement. Je m'appelle Liana, je suis étudiante en sexo et aussi jeune maman. Fait que dans le fond, ma question part un peu de ce contexte-là. J'ai souvent des discussions avec des gens sur l'éducation à la sexualité non genrée chez les très jeunes enfants. Moi, mon opinion, c'est que on devrait donner une éducation non genrée, mais je me ramasse souvent un peu à court d'arguments. Puis j'ai de la difficulté à étayer un peu mon argumentation, puis essayer de convaincre les gens. Fait que je me demandais si vous avez, dans le fond, des pistes à me suggérer, que ce soit des lectures, des références, des organismes, des outils, whatever, là, qui puissent m'aider à étayer. Ah, ça, c'est plus mon champ. Mais en fait, c'est pas tellement le mien que celui de mes organismes, que j'ai envie de vous référer à la coalition des groupes jeunesse LGBTQ qui, eux, connaissent le plus, je pense, de ressources en français. Je regarde Philly comme... parce que c'est ça que j'allais dire. Mon commentaire suivant, donc tu pourras parler avec Philly si tu veux après. Et aussi avec Antoine, qui j'imagine a des ressources, entre autres son fabuleux jouet éducatif qui s'appelle Sam. Mais je voulais dire que moi, je ne suis pas encore mère, mais je souhaite le devenir. Et j'ai lu un petit peu à propos du genre de contenu qui se fait pour des enfants, là, pas juste en termes d'éducation non genrée, mais aussi pour expliquer les familles, parce qu'évidemment, comme femme en couple avec des femmes, je ne vais pas concevoir mon enfant par une manière plus traditionnelle, on va dire ça comme ça. Ouais, le Saint-Esprit, comme tantôt. Mais
Si seulement. C'est beaucoup plus compliqué. Mais donc, pour expliquer à l'enfant ses origines, tout ça, il existe des livres, mais surtout en anglais. Ces livres-là existent surtout en anglais. Il y en a un fantastique qui s'appelle What Makes a Baby, qui est vraiment juste incroyable, non-genré. Comme la traduction s'apprête à sortir. Oh mon Dieu, tu exauces tous mes rêves. Puis aussi un follow-up à ce livre-là qui s'appelle Sex is a Funny Word, qui est plus pour les jeunes un peu plus comme à partir de 8-9 ans, là, puis là, qui parle un petit peu plus d'éducation non-genrée, mais qui parle de cette diversité de corps-là et entre autres de corps intersexes. Donc, c'est le seul, à ma connaissance, qui le fait aussi bien. Mais je pense que les avantages, puis encore une fois, tu pourras parler avec d'autres gens de nos groupes de ça, mais je pense que les gros avantages, c'est vraiment la question du choix, c'est-à-dire de parler des préférences des enfants, de leur donner du choix, du rose, puis du bleu, puis des autos, puis des Barbies, puis que l'enfant ait naturellement vers qu'est-ce que ça y tente, t'sais. Moi, j'étais une enfant très imaginative, donc je les faisais parler, là, mes poupées ensemble, là, mais c'est pas parce que je suis une fille cisgenre, là, que j'aimais ça jouer à la poupée, c'est juste parce que j'aimais ça créer des histoires. Fait que, je pense que quand on l'aborde de cette manière-là, juste de donner des options, puis l'enfant ira bien vers ce qu'il veut, comme il y a personne qui peut être contre ça, là. En tout cas, moi, je n'ai pas cette impression-là. Bon, je sais que... Mais c'était plus spécifiquement... Mais les gens j'imagine que tes amis sont des personnes de qualité, donc... C'était vraiment sur l'anatomie, en fait. Il y en a que oui. Oui, c'est ça. Non, mais c'était vraiment sur l'anatomie, en fait. C'était spécifiquement là-dessus de dire aux jeunes enfants, là, disons, j'irais même jusqu'à préscolaire, là, de dire, les garçons... ont un pénis, les filles ont une vulve. Donc, l'argument, c'était souvent, oui, mais si ils vont être mélangés. Puis là, je suis comme, non, c'est clair que non, mais on dirait que, au-delà de dire ça, je suis comme... non, c'est ça. Non, c'est ça, c'est faux. Mais l'argument qui est souvent utilisé par une intervenante que j'aime beaucoup, qui s'appelle Françoise Sousset, c'est de dire qu'il y a 10 ans ou il y a 20 ans, là, quand on disait, il y a des enfants qui ont 2 mamans, puis il y a des enfants qui ont 2 papas, ça scandalisait tout le monde, puis il était comme, on peut pas dire ça, ils vont tout mélanger, ils comprendront pas la famille, vous allez détruire la famille, tu sais, comme. Bon, mais là, maintenant, on est rendu habitués, tu sais. Fait que c'est un peu la même chose de dire, certains corps ont des vulves, certains corps ont des pénis, puis comme, tu sais, ça se pourrait que toi t'aies ça se pourrait que non, puis ce que tu portes me dit rien sur c'est quoi tes organes génitaux, puis c'est pas de mes affaires. Fait que tu sais, comme c'est un peu ça là. Puis d'ailleurs le livre là, What Makes a Baby il dit vraiment des bons mots pour parler de ça là. Puis c'est vraiment cute. Un moment donné, ils disent oh, you could think that everyone has a uterus because it contains the words you and us. Puis là, j'étais comme, oh my God, c'est trop cute! Fait que c'est ça. Je trouve que c'est vraiment une meilleure manière de parler de... Est-ce qu'on peut avoir une traduction? Comment? On peut avoir une traduction? C'est ça, elle dit qu'il va avoir une traduction. Non, toi, ton commentaire. Oh, je m'excuse. J'ai comme pris pour acquis que tout le monde était bilingue. Je suis vraiment la pire. Ça se traduit pas très bien, mais dans le fond, tu sais, dans utérus, comme os, c'est nous. Puis you, c'est moi. Donc là, c'est comme, tout le monde doit avoir un utérus parce qu'il y a moi et nous dedans. Fait que c'est ça. Oui, en fait, c'est un petit peu dans un autre ordre d'idée. Je m'appelle Yael Moses, je suis finissante en sexologie puis intervenante en milieu psychosocial dans un HLM. Je fais de l'éducation à la sexualité avec certains ados notamment. Puis beaucoup des questions qui me reviennent sont des questions axées sur le plaisir, le désir, l'envie de procurer du plaisir à ses partenaires. Puis c'est des questions que les jeunes ont puis qui sont excités de poser puis d'avoir des réponses qui sont franches et directes. Donc, ça faisait pas partie des moyens qui ont été nommés encore, mais à mon sens, je pense que ça en fait partie, notamment si on parle de prophylaxie, d'être capable de se protéger. Bien, si on en parle du fait que le sexe oral, c'est une partie valide de la sexualité, puis que l'analingus, c'est une partie valide de la sexualité, peut-être qu'on a des jeunes qui vont être plus ouverts à apprendre à en faire des digues dentaires, à les utiliser adéquatement. Donc, je pense que d'axer ça sur le plaisir, je comprends même pas comment est-ce qu'on peut apprendre l'anatomie à nos jeunes,
puis quand même finir avec des hommes adultes et des femmes adultes qui ne comprennent pas l'emplacement ou le fonctionnement du clitoris, par exemple. Donc, si on intégrait le plaisir comme une partie du curriculum, je pense que ça pourrait remédier à une partie de ces problèmes-là. C'est quoi vos perspectives par rapport à ça? Où est-ce qu'il y aurait de la place pour l'intégrer? Il y a quelques éléments dans le curriculum aujourd'hui, là, dans la partie l'agir sexuel, sur le désir et le plaisir au secondaire. Je suppose qu'il en est au primaire, là, mais au secondaire, il y a quelques éléments. Après, c'est certain que c'est souvent circonscrit à comme ce chapitre où on va parler de l'agir sexuel, puis que éventuellement les autres choses, on ne va pas les aborder de façon comme positive. Enfin, tu sais, c'est sûr que quand, par exemple, la FQPN, on avait fait un mémoire en 2015, c'était un des éléments qu'on revendiquait là, c'est de pouvoir avoir une approche qui soit positive. Tu sais, fait que c'est ça. J'ai pas d'autre chose à dire à ce stade, mais je crois qu'Anne-Valérie peut-être. Ah, OK. Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre? Geneviève, peut-être? Ben, pas sur le programme du ministère. Moi, j'ai pas analysé le programme du ministère. En fait, je l'ai même pas lu. Je peux vous parler de ce que les jeunes souhaitent et effectivement, je vais dans le même sens. Dans la mesure où je pense qu'il faut... en fait, peut-être je vais le reformuler en question pour notre panel, parce que nous, dans les recherches qu'on a faites, c'est sûr que le mettre au centre les questions des jeunes, mettre au centre leurs préoccupations, c'est une des lacunes, je pense, du programme du ministère. Et j'aimerais ça savoir, dans votre expérience, vous représentez tous des groupes qui ont travaillé avec les jeunes. À quel point les jeunes posent des questions, sont intéressés, ou est-ce que vous avez l'impression qu'il faut les prendre par la main, ou est-ce que c'est tabou pour eux? Moi, j'ai mes réponses de recherche, mais nous, c'est théorique. Fait que j'aimerais ça vous entendre sur le terrain, puisqu'il y a peu de gens qui se lèvent pour les questions. C'est quoi l'intérêt des jeunes? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'ils sont gênés, tabous, mal à l'aise? Ou est-ce que... Et puis ça peut être toutes ces réponses, là, Bien, en fait, j'allais un peu dans le sens que tu amenais. Je pense que la question qu'on vient d'entendre, c'est un bel exemple de l'importance de partir des questions des jeunes. Parce que là, nous, on est extérieurs, puis on analyse ça, puis tout ça, puis qu'est-ce qui devrait être là-dedans, puis tout. C'est le plaisir qui intéresse les jeunes adolescents, adolescentes. Pourquoi c'est pas de ça qu'on parle? Voilà. C'est juste ça que je voulais ajouter. Les expériences de... Je vais surtout parler des grilles parce que c'est ceux que je connais le mieux, là. C'est que ça varie énormément d'une classe à l'autre, en fait, puis d'un milieu à l'autre, puis d'un jeune à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des classes là, que les questions, ça n'arrête pas, là. Puis il y a des classes où c'est silence radio, puis c'est super malaisant. C'est vraiment, ça varie énormément, mais je pense que quand ils ont l'occasion, comme par exemple sur l'Internet, quand ils écrivent à Alter Hero, ils déballent tout ça. Là. Ils en ont en maudit là, à dire. Puis c'est pas parce qu'ils n'ont pas fait de recherche. Là. Ils ont souvent cherché avant, puis ils n'ont pas trouvé réponse. Fait que c'est pour ça qu'ils écrivent des immenses paragraphes pour parler de leur vie, qui est, ma foi, assez complexe. C'est pas facile d'être ado de nos jours. Fait que je pense que c'est ça, ça varie énormément, mais clairement, les jeunes qui sont intéressés sont extrêmement intéressés, puis ceux qui ne démontrent pas d'intérêt, c'est pas parce qu'ils ne sont pas intéressés. Là. De notre bord, Rocage, ça a été très clair, beaucoup d'intérêt. Ça suscite énormément la réflexion chez les jeunes et beaucoup de questions de leur part et en même temps de questions de la part des professeurs. La grande majorité assiste puis pose des questions en même temps que les jeunes. Avec souvent beaucoup plus de préjugés derrière. Oui, clairement. Puis je pense que c'est important d'avoir ces lieux-là pour discuter de sexualité à l'école, parce qu'on le sait, les jeunes, des fois, sont pas, souvent, pas à l'aise d'en parler avec leurs parents. Fait que c'est bien beau, tantôt on entendait, oui, mais tu sais, on veut garder ça à la maison et tout ça. Oui, mais est-ce que ça va juste se parler? Probablement pas. Donc, d'avoir un espace plus neutre à l'extérieur de la famille, où est-ce qu'il y a un espace, fait que c'est sûr que là, ça peut permettre à certaines personnes de poser beaucoup plus leurs questions, puis ce qu'ils ne poseraient pas avec leurs parents.
Puis en tout cas, dans les recherches, même avec leurs professeurs, hein, il y a certains jeunes qui témoignaient à quel point c'est important d'avoir à l'occasion des personnes externes parce qu'ils avaient peur de parler à leurs professeurs parce que ça fait partie de leur milieu de vie également. Puis ils se disent, ben là, si je fais un dévoilement à mon prof, ben là, tout le monde va le savoir dans l'école, tu sais. Fait que des fois, c'est bon d'avoir justement soit des personnes, tu sais, les professeurs sont en même temps des gens de confiance, fait qu'ils peuvent susciter des dévoilements, mais ils peuvent aussi être vus comme, ah non, tout le monde va le savoir si je le dis à lui, fait que, ou elle. Est-ce que c'était une... Oui? Oui, bonjour, je m'appelle Fred, je viens de Action Canada pour la santé et les droits sexuels. On est l'équivalent national de la FQPN. Donc, nous aussi, une de nos priorités, c'est l'accès équitable à l'éducation complète en sexualité. Puis, j'avais comme plein de commentaires qui se sont accumulés pendant les discussions. La première intervention que je voulais faire, c'était en réponse à Michael, la question sur quoi répondre, parce que nous aussi, c'est une discussion qu'on a souvent. On est un organisme de défense des droits aussi, comme la FQPN. Donc l'accès à l'éducation en sexualité, c'est pas nommé comme un droit humain à l'international, mais c'est attaché à tellement de droits humains et au respect de tellement de droits humains que c'est souvent la façon dont on la présente justement dans les milieux éducatifs. Donc, quand on se fait dire « Ah, ben c'est une question d'opinion, on a peur de présenter ça aux parents ou sinon encore, est-ce que c'est quelque chose de partisan de façon politique, puisque c'est souvent aussi présenté comme ça dans les médias. La réponse pour nous, c'est de dire les gouvernements au Canada ont la responsabilité de voir à ce que les droits humains soient respectés, incluant les droits à la santé, les droits à la non-discrimination puis les droits à l'information. Donc, c'est pas un choix qu'on a de présenter cette information complète-là, parce qu'il y en a des élèves LGBTQ+2 dans nos classes. Donc, si on ne présente pas cette information-là, il y a certaines personnes qui vont voir leurs droits humains respectés, puis il y en a d'autres dans la classe qui vont le voir violé. Donc, si tu enlèves l'espèce d'aspect d'opinion, c'est presque plus facile pour les éducateurs, en tout cas ce que j'en comprends. Puis j'utilise cette technique-là moi-même. J'ai 2 enfants. Malheureusement, pour eux, ils ont une mère éducatrice en santé et sexualité. Fait que, je suis devenue présidente de mon conseil d'école pour cette raison-là. Donc, je mets en pratique ces tactiques-là, dans le fond, pour voir l'éducation en sexualité à notre école être plus positive, plus complète, malgré qu'à date, j'échoue lamentablement, mais bon, c'est un projet à long terme. Donc, habituellement, c'est comme ça qu'on le présente, puis ça aide à enlever un certain aspect de drame, outre le fait que, oui, c'est vrai, il n'y a pas d'exemption dans certaines provinces, c'est pas vrai dans toutes les provinces, pour ceux et celles qui vont vouloir assister à ma présentation demain pendant le colloque. Mais au Québec, pas d'exemption. Malgré, ça ne veut pas dire que les profs sont plus confortables quand ils sentent qu'il va y avoir un pushback. Donc, c'est souvent une façon de leur présenter la chose comme étant pas vraiment leur choix. Tu n'as pas le choix de présenter ça, parce que sinon, c'est un problème de violation de droits humains. Mon autre intervention, c'était... justement sur la pratique que j'ai à la maison d'essayer d'enseigner ces notions-là à des jeunes enfants, où est-ce que justement, pour valider le fait que c'est pas compliqué, il n'y a pas de... Les enfants sont pas mélangés quand on leur parle d'identité de genre, de sexualité. Je sais que ça surprend personne ici, là, mais... en tout cas, juste pour valider la chose, se dire, puis... justement, le fait d'être capable d'accueillir dans nos proches, on a des enfants trans qui, justement, leur groupe d'amis, mes enfants, ça fait partie de leur groupe d'amis aussi, puis de voir la normalité que ça a, ça fait une différence énorme là, de voir ça. Donc voilà, c'est pas si difficile que ça. Et oui, le livre... What Makes a Baby est extraordinaire, ça s'en vient en français. Je viens de voir la traduction française qui est aussi cool. Moi, je l'ai vu se faire enseigner à des infirmières et des docteurs en santé publique partout au Canada parce que justement, ça offre une manière de parler de la reproduction qui est non genrée. Puis c'est une notion qui semble complexe au départ, mais quand on lit ce livre d'enfants-là, on comprend que c'est tout à fait possible. Donc oui, ça va être en français bientôt.
Ah oui, c'est ça que je voulais dire à propos de mes enfants qui ont malheureusement une mère éducatrice en santé, sexualité. La notion la plus difficile, je trouve, pour moi d'enseigner, c'est le plaisir. Où est-ce que moi-même, je ressens mes propres... malgré le fait que j'ai toute la formation nécessaire, que je vis ma vie, justement, en essayant de vivre mes valeurs, mais que finalement, j'ai pu remarquer en essayant d'enseigner les notions de santé et sexualité à mes enfants que sans parler de plaisir, le reste de l'information ne passe pas. Donc, j'ai un exemple avec ma fille de 7 ans qui, on écoutait un film, puis il y avait un baiser non consensuel d'un prince à une princesse endormie. Puis, donc, à chaque fois... Excellente manière de faire ça. Donc, malheureusement pour elle, à chaque fois, il faut qu'elle entende sa mère chialer quand elle écoute un film. Donc, j'en parlais justement, mais en retournant à la cuisine, je me suis dit, ah ouais, la seule chose qu'elle m'entend dire, c'est que, c'est pas consensuel, tu sais, un message de protection. Puis finalement, je me suis dit, OK, c'est pas tout ce que je veux dire sur ce qui... on dirait que ça passe le message que s'embrasser, c'est tellement un big deal. Puis là, je suis retournée dans le salon. Écoute, tu sais, des fois, les gens, ils s'embrassent juste pour le fun, hein? Puis c'est vraiment le fun. Puis à partir de... Je veux dire, mon autre rant, là, elle l'avait entendu plein de fois. Puis là, c'était la première fois que j'amenais la notion de plaisir, genre. Puis c'est là que, finalement, elle était comme « Ah ouais, je le sais, je l'ai essayé. » Elle m'en avait jamais parlé, je l'aurais pas su. C'était pas une plaine de discussion qui avait été ouverte, justement, à cause du message de protection que, of course, c'est sûr, les parents, les enseignants, les adultes, on a ce désir-là de protéger contre les agressions sexuelles, contre les ITSS, contre les relations poches. Mais que si on répond pas aux questions des jeunes et aux préoccupation qui est curiosité, plaisir. Puis je veux dire, les recherches, ils backent ça. Là, c'est pas... Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites à ce sujet-là aussi. Bien, on manque le bateau. Donc, c'était pour confirmer ça en l'ayant essayé à la maison. Puis, en tout cas, son Yelp review de son premier baiser, là, c'est que c'était vraiment gluant. Fait que je sais pas si en tout cas, on va voir si à récidive, sûrement. Donc, moi, c'est Estelle Cazilet. Je suis sexologue à la base, mais aussi cofondatrice d'un organisme à but non lucratif qui s'appelle les Ateliers Sexuels et aussi coordonnatrice dans un autre organisme à but non lucratif qui s'appelle Rue Action Prévention, qui est en fait une boîte de travailleurs de rue. Donc, dans la dernière année, j'ai vu à peu près 6000 gens jeunes ou quelque chose comme ça. J'ai un peu comme ça. C'est la fin de l'année financière, thank God. Mais d'abord, Frozen, en passant, là, la Reine des Neiges, c'est le premier baiser consensuel exprimé, hein, en passant. Donc, on est vraiment heureux de ça si jamais... Tes jeunes, ils veulent le voir. Sinon, je voulais revenir sur... tu sais, tout d'abord, merci. Là, je trouve ça tellement extraordinaire. Puis, comme je le dis, puis je vous suis depuis vraiment longtemps, je veux dire, on a participé aussi à la création du jeu là, avec la FQPN. Puis, je trouve que c'est vraiment au cœur de l'approche qu'on devrait avoir en éducation à la sexualité, soit de donner la parole aux jeunes. Là, tu sais, je suis vraiment là-dedans aussi. Je pense que les ateliers les plus réussis, c'est les questions-réponses. Préparé à l'avance. Fait que, puis c'est vraiment, là, écoute, c'est extraordinaire ce qui en sort. Puis, tu sais, on parlait tout à l'heure de religion, de qu'est-ce qu'on fait si les jeunes veulent être exemptés, puis des trucs comme ça. Tu sais, en sexo, on apprend qu'il y a des dimensions à la sexualité, dont celle morale, qui inclut les croyances et les religions, mais on n'en parle pas dans le cursus, puis en éducation à la sexualité. Ça manque de philosophie. Ça manque de spiritualité, puis je suis tout le temps là-dedans. Je m'en fous. Je suis comme, tu sais quoi, il y a quelque chose avec la sexualité humaine qui nous rassemble puis qui est universel à quelque part, qu'on en vive, qu'on en veuille ou qu'on n'en vive pas puis qu'on n'en veuille pas. Ça nous rassemble d'une certaine façon, autant de façon interculturelle que mondialement, qu'on se rassemble dans cette discussion-là de la sexualité. Devant moi, quand je suis dans un atelier, il y a à peu près, je vous jure, ça m'est arrivé là, dernièrement au primaire, je me suis dit, mais vraiment, là, il y a une personne... on dirait
de comme c'est sûr qu'il y a une personne de chaque continent sur la Terre en ce moment devant moi, puis c'était vraiment la plus grosse représentation humaine que j'avais là, sous mes yeux. J'avais jamais rencontré certains enfants de certains pays, là. Puis on était là à tous se parler du cœur, de la tête puis du corps, puis j'étais comme, ben voyons donc. Puis on s'entendait tous et toutes là-dessus, parce qu'il y avait une philosophie derrière, il y avait une réflexion sur. Puis je veux juste le nommer aussi en tant que professionnelle, je l'utilise la philo, je l'utilise la réflexion sur la vie parce que ça l'amène à réfléchir à quelque chose qui peut-être qui était auparavant au temps présent, mais qui maintenant est nommé par les jeunes. Quand on regarde des recherches, puis quand on regarde des questionnaires à laquelle les jeunes ont répondu au secondaire, une école en particulier que j'ai en tête à Montréal-Nord, les jeunes nommaient leur anxiété. T'sais. L'anxiété au sens large, c'est même plus de l'ordre du stress, mais c'est de l'anxiété de performance qui, évidemment, se traduit dans leur vie sexuelle. T'sais. Puis, sérieusement, là, sans joke, une des choses que je parle le plus en sexologie, c'est le temps, qui est quand même une dimension là, en physique quantique ou je sais pas trop. Puis je les mélange, on se mélange ensemble, puis on capote, puis on tripe, puis on réfléchit ensemble. Il y a quelque chose qui nous rassemble dans cette discussion-là. Puis je pense que c'est ça, ça nous demande en tant que peut-être intervenants en milieu communautaire, scolaire, les profs, le corps enseignant, non prof, etc., ça va demander un petit peu plus de philo, là, je pense. Puis sérieusement, ça l'aide vraiment les jeunes. J'essaie d'observer vraiment les corps, là, parce qu'on a comme tous et toutes des corps. Puis on le voit. Non? Genre la vie est comme shit! Je viens d'écouter la part 2 de DOA, puis je suis comme un peu rendue folle. Mais non, mais sérieusement, fait que c'est quelque chose que je prône, vraiment beaucoup dans cette éducation à la sexualité-là, qui, oui, est inclusive, oui, devrait être émancipatrice, etc., mais qui aussi amènerait une philosophie, une réflexion sur toutes les thématiques, tous les apprentissages. Est-ce que le plaisir veut dire la même chose pour tous et toutes? Puis en quoi le plaisir puis l'agir sexuel, c'est important, pas important? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est là où je pense que c'est là, en fait, que ça devient inclusif pour de vrai, parce qu'on se rend compte, puis on trouve un genre de... C'est même pas un consensus, c'est juste on s'entend, parce qu'on est comme « Ah, ben oui, toi, ah, puis moi », puis tout va bien, tu sais. Fait que philosophie puis spiritualité, pour de vrai, je pense qu'il y a quelque chose qui va aussi faire baisser l'anxiété de nos jeunes, là. Voilà. J'avais laissé faire tantôt parce que je pensais que ma réponse à Michael était rendue hors d'ordre, mais ça a l'air qu'on rembarque tout là-dessus. Fait que finalement, je vais y retourner. Mon milieu, en fait, c'est un milieu qui est très multiethnique, multiconfessionnel. Donc, j'interviens auprès de plusieurs jeunes qui me disent « il ne faut pas que mes parents sachent qu'on parle de sexualité et tout ». J'interviens aussi auprès de parents qui sont comme « t'as parlé de sexualité à mon jeune » parce que je suis en milieu de vie et donc accessible. Hein, ils peuvent me trouver. Et pour ma sécurité et celle des jeunes, en fait, l'approche que moi, je préconise, c'est justement de ramener à ce que ma collègue mentionne, c'est de faire appel à la spiritualité, puis au fait que ça fait partie du vécu sexuel et que l'idée derrière l'éducation à la sexualité, c'est d'outiller chaque jeune, chaque personne à vivre sa sexualité en fonction de ses croyances, de ses valeurs personnelles, avec les meilleures connaissances qui sont disponibles. Donc, ce que je vais répondre aux parents, c'est « Moi, je ne vais jamais inciter votre jeune à avoir des relations sexuelles avant le moment où elle est prête. » Ce que je fais, c'est que je lui donne des outils, puis je dis aux jeunes, sais-tu quoi? Si tes amis te mettent la pression, mais que toi, tu veux attendre jusqu'au mariage, c'est correct. Donc, je me présente aux parents aussi comme l'outil qui peut servir à renforcer les valeurs familiales, si c'est ce que le jeune cherche à renforcer dans sa vie privée, tout en ouvrant la porte sur les connaissances. Puis, la plupart des parents ont été vraiment réceptifs à ça, puis à l'idée que, OK, oui, c'est vrai que quand mon enfant va être marié, bien, ça ne me tente pas d'avoir de talk avec mon enfant de genre 22 ans à la table de la cuisine, comme si quelqu'un l'a fait avant, ça m'arrange. Fait que généralement, il y a des bons retours. Quelle belle réponse. Mais je voulais juste ajouter aussi de dire quand on parle que les parents ne vont pas le faire, quand on parle de l'importance de l'éducation sexuelle dans les écoles puis dans les milieux communautaires, il y a des recherches canadiennes sur le sujet par Sandra Byers de Halifax qui a justement évalué les intentions parentales pour ce qui est de discuter de la sexualité à la maison. C'est quasi zéro. Puis c'est même pas genre ils ont l'intention mais ils le font pas. Il n'y a même pas l'intention. Comme il y a les parents, là, il y a Internet.
il évalue l'importance de la santé et sexualité et de l'éducation assez haut. Pour la plupart des parents, c'est sûr qu'il y a des exceptions. Puis il y a un divorce complet avec l'enfant. Donc ils savent que c'est important, mais il n'y a même pas l'intention de le faire. Donc c'est vraiment, il y a un besoin essentiel justement de faire ce travail-là à l'extérieur des maisons. Merci beaucoup. Puis, pour ajouter dans certaines des réponses, ainsi que ce que tu as nommé un peu plus tôt, je pense qu'y aller par le plaisir, le problème, c'est que ça nécessite que les gens soient vulnérables. Puis c'est ça, ça ouvre des portes de vulnérabilité qui sont très différentes que quand on parle d'anatomie, hein, où c'est technique. Et... Alors que quand on parle de plaisir, ben là, tout d'un coup, hey, c'est le fun. Hein, ben, ah oui, toi, t'aimes ça? Ah oui, moi. Tu sais, comme ça demande de s'impliquer dans la conversation d'une manière qui est différente de quelque chose de technique ben oui, exactement. Mais surtout avec les tiens, j'imagine que c'est peut-être mieux, peut-être pire, je ne sais pas. Je vous donne donc chacune 1 minute pour le mot de la fin. Oui, moi, je ne serai pas là demain, fait que je voulais vous présenter mon petit truc là, que vous pouvez ramasser si vous voulez. C'est un organigramme. Là, vous voyez, il est un petit peu compliqué, vous ne voyez pas ce qui est écrit dessus, mais dans le fond, c'est que vous partez d'un des petits cercles jaunes, là, soit vous êtes ou vous cherchez, puis là, ça vous amène à des questions, puis là, ces questions-là vous amènent à des petites bulles roses qui réfèrent à des organismes, mais qui sont des organismes LGBTQ. Wow! Mais là, ouais, je sais. Mais là, ça a été produit en 2017, fait que ça a déjà un petit peu changé. Mais si vous ne trouvez pas ou que le site web n'est pas bon, appelez-nous. Notre référence est de l'autre côté, parce que là, il y a des infos sur le conseil là, de l'autre côté. Mais c'est ça, donc ça, c'est très, très utile. Puis notamment, il y a une section formation en milieu scolaire là, pour ceux qui sont intéressés par ça. Fait que j'en ai pas des masses, mais vous pouvez ramasser tout ce qu'il y a là. Il y en a à peu près une vingtaine. Voilà, c'est ce que je voulais dire, mais merci beaucoup. Bien, moi, je voulais juste remercier tous les commentaires dans la salle. C'était vraiment intéressant. Puis, j'apprends. Ça fait juste 1 an que je travaille sur la prévention. Avant, je faisais les dossiers politiques en agression sexuelle. Puis, surtout depuis que je suis sur la coalition avec la FQPN, les rencontres que je fais, dont plusieurs sont dans la salle en ce moment, puis l'apprentissage que je fais par rapport à l'éducation à la sexualité en général, en dehors des agressions sexuelles, je trouve ça vraiment fantastique. Puis je suis mère, moi aussi, de 2 jeunes enfants, puis je me trouve privilégiée d'avoir accès aux ressources pour aller chercher de l'information, ce que pas tous les parents ont. Donc, j'en ai reçu encore ce soir. Donc là, c'est plus mon chapeau de citoyenne et de maman que je porte pour faire la conclusion, mais je me trouve vraiment privilégiée d'avoir accès à toute cette information et à toutes vos belles ressources parce que j'essaie d'élever des enfants qui sont respectueux, qui sont ouverts à la diversité, qui sont non-genrés, quoique ça, c'est un gros fail. Là. J'ai une princesse et un joueur de soccer, là, mais bon, j'ai encore le temps, mais... ouais, ben, c'est ça, mais bref... Exact. Princesse avec consentement. Oui, princesse avec consentement. Quoique, mon fils, il aime les chandails avec les paillettes qui changent de couleur, là. Ah, hein? Mais bon, ça veut rien dire, mais bon. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. J'ai vraiment, vraiment hâte d'entendre les présentations demain. Merci de ma part aussi, que vous soyez là ce soir, que vous partagez votre opinion avec nous, que vous posez vos questions. En fait, je vous inviterai, dès que vous avez un questionnement, posez-le. Allez chercher l'aide. Je vais suivre un peu Mélanie. Posez-les vos questions. Il y a plusieurs ressources. Je pense, Cindy, dernièrement, on a fait une liste avec des ressources, des organismes communautaires qu'on va fournir au ministère. C'est déjà fait. Elle est fournie au ministère. C'est fait sur la province du Québec, par région. Donc, n'hésitez pas à nous faire appel pour voir quel organisme dans votre région pourrait répondre à vos questions. On est là pour ça. Merci. Bien, je vais terminer, moi, en disant que on peut puis on doit rêver d'un monde sans violence. Puis on doit se mobiliser pour y parvenir. Puis
on peut se permettre de rêver d'un monde où est-ce que ça sera plus un problème de mettre au monde une fille, puis qu'on va se demander quelle violence elle risque de subir dans sa vie, puis qu'on doit rêver d'un monde où est-ce que quand on met au monde un garçon, ben il va grandir dans une société où est-ce que les abus de pouvoir, ça passera plus. Puis je pense qu'on peut rêver d'un monde où est-ce que les droits de toutes et tous sont respectés, peu importe leur âge, leur origine, leur sexe, leur genre, etc. Donc, voilà. Puis merci beaucoup. Moi, c'était mon baptême de feu. Ça fait juste 1 mois que je suis au regroupement des organismes espaces. C'est fait. Voilà. Donc, puis j'ai plein d'outils d'espace, des dépliants, des aimants, tout ça en prévention de la violence et tout ça, plein de petits fascicules d'informations aussi. Fait que plein d'outils aussi de poursuite d'activités que les jeunes puis les parents peuvent faire aussi en prévention de la violence. Donc, voilà, vous pourrez, je vais laisser ça sur la table. Merci. Moi, je veux juste dire merci. Je trouvais ça le fun ce soir. J'ai aimé les échanges, j'ai aimé les questions. Puis ça va continuer demain. Puis aussi, merci à tous les groupes communautaires avec qui on travaille depuis qu'on a parti cette coalition pour l'éducation à la sexualité. On essaye de garder ça léger parce qu'on sait qu'on a toutes et tous nos prérogatives dans nos organismes, mais les quelques rencontres qu'on a pu avoir, à chaque fois, on se re-questionne, on se rebouscule les uns les autres. Puis je pense à Mélanie, à la dernière rencontre, qui nous disait « Ah, merci, c'est un espace où je peux voir comme d'autres groupes qui travaillent sur d'autres choses. » Puis ça, c'est vrai pour chacun et chacune d'entre nous. Fait que je sais qu'il y a beaucoup de groupes qui sont là ce soir, donc merci pour ça et pour toutes les choses qu'on va continuer de faire ensemble. Voilà, merci.